Allez. Ah bah non. Ah si. J'ai pas de force en fait. Eh bien, bonjour à toutes et bienvenue dans cette masterclass. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Sandra Verger qui nous fait l'honneur de venir depuis la France, Waouh. justement C'est vrai, pour nous apporter ses conseils au sein du club. Aujourd'hui, on va aborder tellement de choses intéressantes. Tu vas puiser dans justement ton propre parcours pour apporter un maximum de connaissances et de valeurs à nos chères femmes ambitieuses ici présentes. Profitez bien. Juste après, vous aurez l'occasion aussi de networker encore un petit peu. C'est vrai qu'on est vite tenté aussi de parler, de se connecter lors de ce genre d'événement. Donc, profitez bien. Merci beaucoup, Sandra, pour Merci ta à toi. présence. Et puis, à tout à l'heure. Merci. Je vais poser ça. Ouais. Du coup, j'utilise ce micro. Il fonctionne? Ouais, il fonctionne. Oui. Ok. Ouais. Vous avez l'impression de bien m'entendre? Non, c'est pas pour nous, je crois. Non, on n'a pas de micro. Ah, c'est pas pour vous. C'est pour Il n'y a pas de micro. Ok. Ah, c'est pour toi? Voilà. Voilà. Ok. Donc, je savais qu'on allait être un petit comité, ce qui est plutôt cool. Donc, on va faire quelque chose de plutôt interactif. J'avais le choix de faire des slides ou de pas faire de slides. Et j'ai fait le choix de pas en faire parce que on n'est pas nombreuses. Et je pense que c'est sympa aussi de connecter quand on n'est pas nombreuses et d'avoir plutôt un aspect dynamique plutôt que de faire tourner des slides. Ça peut être un petit peu plus embêtant. Du coup, je voulais commencer avec une première question. J'aimerais bien savoir ce que vous faites toutes pour avoir un petit peu plus de compréhension sur qui est l'audience que j'ai en face de moi et adapter en fonction mon discours. Est-ce que c'est possible que chacune d'entre vous, vous me disiez, voilà, moi je fais tel business. Voilà, juste très rapidement, en une phrase pour que je capte un petit peu qui fait quoi. Ça vous va? On commence par toi. Du coup, moi, c'est Camille et je suis dans le e-commerce depuis 1 an et demi. J'ai une marque française dans le domaine de la cosmétique. Ok, super. Voilà. Du coup, moi, c'est Manon. Je suis en train de lancer mon business, donc une marque dans le domaine de la spiritualité et le développement personnel. D'accord, donc plutôt tu vas vendre des Non, services, tu vas proposer des services? c'est un produit. Après, ça va d'accord. peut-être s'étendre sur des services, notamment D'accord. peut-être aussi sur un podcast. Ah, Donc, ok, super. je suis très ravie Dites-moi d'être d'ailleurs là. quels sont vos Ouais. objectifs, ça va m'aider L'objectif aussi. 2025, c'est potentiellement d'aller vers un podcast. Ok, super, trop bien. Alors salut, moi c'est Ferda et moi j'accompagne des personnes dans leur reconversion professionnelle à travers un parcours de dev perso que j'ai créé par moi-même, mais je me suis surtout orientée sur les parents. Donc il y a la grosse problématique de la parentalité qui ressort à chaque fois. C'est aussi ce que j'ai attiré. Et en fait, on travaille en binôme avec mon mari qui est complémentaire à mon activité. Donc lui, il vient dans l'aspect après l'idée. Et l'idée, c'était qu'on puisse lancer un podcast l'année prochaine. C'est un gros projet, mais on ne sait pas encore quel format lui donner. Et voilà, on voulait faire un truc comme ça. Ok, trop bien. Et tu fais ça depuis combien de temps? En fait, je pense que j'ai toujours fait ça dans ma vie. Mais grosso modo, concrètement, je me suis lancée en mois de mai. D'accord. Et hommes et femmes, hein? Ouais, en fait, là-bas, je me suis dit, je vais lancer ça pour les femmes. Et en fait, j'ai attiré aussi des hommes. Donc, du coup, c'est marrant. je me suis dit, c'est très, très rare. Ouais. Moi, j'en ai qui m'écrivent des fois, oui, on peut venir aussi dans la communauté. Du coup, on a un élève sur 500 femmes. C'est très drôle, mais c'est très rare. Mais du coup, moi, même là, je lance des pubs et puis je vois que j'attire aussi des hommes. Ah, c'est marrant. Alors, soit, il y a deux options. Il me semble que je t'ai vu, ton Tu m'as vu visage passer me dit quelque chose. Mais je la connais. Alors, c'est peut-être que je t'ai vu dans une pub. Ou dans une conférence d'image, peut-être. Parce que je suis montée sur scène grâce à Violaine une fois. Ah, mais non, je pense pas, parce que moi, c'est la première fois que je venais. Si tu suis la page Insta, peu importe. Oui, t'as raison, voilà. peut-être. Mais ton visage non, mais me dit c'est sûr, quelque chose. Je suis célèbre et tout. Oui, c'est ça, en fait. non, en fait, c'est ça. Je suis hyper famous. C'est pour ça. Merci, en tout cas. Et vous, les filles, juste, votre audience, ce sont des femmes? D'accord, ok. Moi, c'est Léna. Ça fait 6 ans que je suis hôtesse de l'air chez Emirates. Et du coup, 1 an et demi que je suis cofondatrice de la marque Hakuna Matcha. Donc voilà, on essaye de faire du bien. C'est principalement des femmes, mais pas que. On a aussi des hommes qui viennent acheter le matcha. Et voilà. Ok, trop bien. Salut, moi c'est Amy. Je suis batteuse percussionniste depuis 17 ans, donc rien à voir avec le business. Mais j'organise aussi des événements musicaux principalement. Et à côté, j'avais un business en ligne que j'ai arrêté. J'ai gardé que la partie podcast qui m'intéresse justement, que j'ai depuis 1 an et 2 mois. Voilà. Et à côté, projet long terme, je développe une franchise de salle de sport. Voilà, on fait parcours, calisthénie, Ninja Warrior. C'est le gros projet en parallèle de la carrière. Voilà. C'est super, trop bien. T'as l'air bien busy. Ouais.
Estelle, Ah oui, ok. Bonjour, Qui es-tu Estelle. Donc moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je travaille avec Sandra sur les locomotives, la Locomotive Academy notamment. Et à côté de ça, j'ai mon entreprise de coaching et mentorat sur la psychologie de l'argent et la santé pour les femmes entrepreneurs. Voilà. Alors moi, c'est Iléa. J'ai toujours été entrepreneuse depuis tout le temps. Je viens de parents entrepreneurs également. juste le micro, je suis pas sûre qu'il fonctionne. Hein. C'est le même. C'est le même délire? Pardon. Je n'interviens plus, je n'interviens plus. Donc, je disais, j'ai toujours fait l'entrepreneuriat dans le monde du bien-être. Donc j'ai ouvert des espaces de bien-être au Portugal. Trop Un bien. premier studio et puis après un studio plus grand, jusqu'à arriver à un burn-out par moi-même. Donc j'ai décidé de prendre un peu de recul et là, je suis à Dubaï depuis juillet. Je fais du salariat. Donc moi, je suis passée de l'entrepreneuriat au salariat. Et là, je sens mon âme d'entrepreneuse qui commence à crier, Ça revient. qui me dit, allez, c'est parti. Donc voilà, je commence à revenir dans ce monde petit à petit. Et l'objectif, ce serait de recréer petit à petit des événements de bien-être dans tout ce qui est psychosomatique, donc faire des libérations émotionnelles, tout ça par le corps. Ok, Donc voilà. trop bien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, moi c'est Inès et je suis en marketing et communication dans l'hôtellerie de luxe. Je suis très intéressée par l'entrepreneuriat et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je participe à cet événement. Voilà. Trop bien. Tu sais un peu ce que tu aimerais faire ou pas? Par la suite, Oui. alors je suis toujours en découverte, donc j'aime beaucoup mon travail, j'apprends énormément, mais éventuellement par la suite ouvrir potentiellement quelque chose. D'accord, Voilà. ok. Merci. Merci. Alors moi, c'est Laurie. J'ai une société de gestion de portefeuille spécialisée dans les cryptos avec mon conjoint qui est Ah, trader. trop marrant. Ouais. Ok. Moi, je suis juriste de formation et je me suis spécialisée dans les cryptos directs, en fait. Et j'ai fait de l'accompagnement juridique pour des startups, surtout en France et en francophonie. Donc, j'ai pas d'audience parce qu'en fait, on fonctionne que en bouche à oreille. Mais ça m'intéresse quand même d'avoir des tips de communication de manière générale, même si, voilà, j'ai pas de compte Insta là-dessus. On a juste un site internet et après, c'est des plaquettes qu'on distribue et c'est des recommandations de nos clients. D'accord. Voilà. Ok, super. Hello, moi c'est Manon, je suis salariée depuis toujours. Donc je n'ai jamais exploré encore l'entrepreneuriat, mais si je suis ici, c'est que j'y pense quand même. Bien sûr. Je suis dans une maison française de joaillerie en commercial. Et voilà, je sens que Ça je suis pas bouillonne. spécialement inspirée par ce que le futur en entreprise pourrait me permettre de faire, par l'évolution. Même s'il y a des évolutions, je trouve pas ça très inspirant non plus. Donc, je suis sûre que je vais vouloir franchir le pas un jour. Mais je pense que je me mets beaucoup de barrières, moi, toute seule, pour le coup. Bien sûr. Et ça fait 1 an que je suis à Dubaï. Et je rencontre énormément d'entrepreneurs et des gens qui ont osé. Et j'ai besoin, je pense, donne d'être un peu boostée. Parce que j'ai l'impression que c'est possible ici et encore plus ici qu'en France. Mais voilà, il y a quand même des contraintes financières, beaucoup de choses quand même pour investir et entreprendre. Donc, c'est la première fois, c'est la première fois que je viens à une masterclass et où je rencontre tout le monde ici. Donc, curieuse de voir le contenu des masterclass. Trop bien. Merci. En tout cas, c'est intéressant ce qu'elle vient de dire. Je vais rebondir là-dessus et après, je vais commencer avec mon parcours. Je vais faire un point très rapide parce que je ne vais pas toujours raconter mon parcours. J'ai l'impression de raconter mon parcours tout le temps. Et après, on parlera justement des aspects de comment développer sa boîte, comment se démarquer quand on démarre, même se démarquer par la suite, etc. Et du podcast, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par l'aspect podcast. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu as dit que ça te faisait, que tu savais pas trop parce qu'il fallait aussi investir pour développer un projet, etc. Qui a eu besoin d'investir beaucoup d'argent pour développer son projet entrepreneurial? Toi? En ce moment, je suis En ce moment. temps, Ok. Bon. genre 1 million. Ouais, bon, toi, c'est un aspect exceptionnel. Non, mais Parce que c'est. pour les salles de sport. Et tout Bah, ça. bien sûr. Voilà. Mais c'est pour lui montrer que. En ce moment, je suis Voilà. dans la même démarche. Moi aussi, il y a plein de blocages, plein de trucs. Bien sûr. C'est très dur, même après 2 ans d'entrepreneuriat. Ah ouais. C'est hyper dur.
psychologiquement, Bien sûr. Bah oui, non, mais de toute façon, il y a toujours des aspects sur lesquels on va bloquer et qu'on va devoir dépasser, etc. Mais c'était juste pour te montrer que globalement, pour lancer un projet aujourd'hui, en tout cas en 2024-2025, t'as pas forcément besoin d'investir de l'argent. Tu vois, moi, par exemple, j'ai investi 0. Et franchement, j'avais quasiment 0 économie de côté. Du coup, je vais faire un lien avec mon parcours. La seule chose que j'ai fait pour essayer de me développer un petit peu, etc., au tout début, pour le podcast, c'est que j'ai fait une campagne presse qui m'a coûté 500 €. Donc franchement, 500 €, c'est quand même pas un truc de dingue. Et ça m'a permis d'être dans différents magazines comme Cosmopolitan, Elle, etc. dès le départ, alors que personne ne me connaissait, très peu de monde écoutait le podcast, etc. Et j'ai même fait une petite campagne de crowdfunding qui m'a permis de gagner 1 500 € justement pour me payer cette campagne-là, pour m'acheter du matériel un peu mieux, etc. Mais à titre, quoi. Et c'est pour ça que ce truc de il faut investir pour... Bon, toi, c'est un cas... Enfin, j'ai envie de dire, voilà, c'est particulier. Exactement. Exactement. Mais sauf si on part sur des projets plus gros, ou par exemple, il faut acheter des locaux ou je ne sais quoi. Là, effectivement, ça peut demander plus d'investissement. Mais de base, en général, il n'y a pas vraiment besoin d'investir de l'argent. Et ça, c'est une souvent des barrières en tant que salarié qu'on peut avoir. Comment je peux lancer mon projet si je n'ai pas d'argent de côté, etc. Alors qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin d'argent. Donc, juste pour refaire un petit topo sur mon parcours. Donc, moi, j'ai été salariée pendant 8 ans. J'ai dirigé des hôtels à Paris. Donc, j'étais dans l'hôtellerie de luxe pendant 8 ans. Haut de gamme, de luxe. Et c'était super, je me suis éclatée jusqu'à un moment donné où je trouvais plus vraiment de sens. Et on va faire le lien avec le sens et la vision qu'on a avec nos projets, etc. Parce que c'est un aspect très important. Je trouvais plus du tout de sens dans ma vie professionnelle. Je comprenais pas à quoi ça servait. En fait, je me posais tous les jours la question, qu'est-ce que j'apporte dans ce monde ? Alors certes, je loue des chambres d'hôtel à des gens, mais à quoi je sers ? Et j'avais du mal à comprendre quelle était ma mission de vie. Et ça me posait un vrai problème. En plus, j'étais enceinte, je commençais vraiment à douter de tout ça, à me dire « Non, mais attends, je vais faire un enfant. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais lui apprendre ? À quoi je sers ? J'ai besoin de servir à quelque chose. » Et c'est vrai que je commençais déjà à me poser beaucoup de questions. Comment font ces femmes qui ont tout quitté, qui sont vraiment passées de salariés à je crée un projet, ou de salariés dans une petite vie classique, etc., à je pars faire le tour du monde. Enfin, j'ai une amie qui a fait Sciences Po, qui avait fait de superbes études et qui du jour au lendemain est partie faire DJ à Rio de Janeiro. Tu vois, enfin, je me suis dit, mais comment font ces gens ? Qui sont-ils ? Et pourquoi eux, ils n'ont pas ces barrières-là que moi, je pouvais avoir ? Cette peur, par exemple, que tout s'effondre, de perdre ce que tu as, de te dire, attends, je peux potentiellement me retrouver sous les ponts, etc. Et puis, si ça marche pas, et puis machin. Et puis, si je dois retrouver un job, comment je vais faire si je perds celui-ci ? Enfin, j'avais plein de questions. Et du coup, c'est pour ça qu'un jour, j'ai fait un burn-out, comme toi, qui a été très compliqué. C'est-à-dire, c'est pas genre un burn-out, j'ai fait un burn-out. Non, ça a été vraiment des mois très sombres, très compliqués. J'avais plus d'appétit, j'allais très souvent aux urgences parce que j'avais l'impression que j'allais mourir. Je faisais des crises d'anxiété généralisée vraiment terrifiantes, avec des maux physiques où tu te dis, là, peut-être que c'est très grave. Mais en fait, c'était pas très grave, c'était psychologique. Enfin, c'était pas une pathologie physique. Bref, et tout ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair et de remettre un petit peu les priorités au centre de ma vie. Et je me suis dit, OK, est-ce que vraiment je peux continuer comme ça ? Non. Est-ce qu'il est vraiment temps que je réalise mes rêves ? Oui. Parce que si à un moment tu vas vraiment pas bien, c'est que tu es désaligné en fait avec ce que tu fais dans ta vie concrètement. Donc j'ai lancé un podcast. Parce que mon rêve, c'était justement d'interviewer ces femmes pour leur poser des questions. OK, comment t'as fait ? C'est quoi ton parcours ? Quelles ont été tes clés du succès, les leçons qu'on peut en tirer, les erreurs que tu as pu faire, etc. Mais comment est-ce que vous avez toutes fait ? Quels sont finalement les dénominateurs communs entre toutes ces femmes qui ont réussi à se créer une vie sur mesure, entre guillemets, à réaliser leurs rêves, leurs aspirations ? Je voulais vraiment comprendre quelles étaient les clés pour moi-même les mettre en application dans ma vie. Et donc, j'ai commencé comme ça, à lancer mon petit podcast en parallèle de mon job. Et au début, vraiment, je l'ai dit d'ailleurs à la conférence, j'avais, je sais pas, peut-être, mais vraiment grand max, 80 écoutes par épisode. Et je continuais toutes les semaines, je sortais mes épisodes. Je me disais, bon, il y a 80 personnes, grand max, qui écoutaient mes épisodes. Donc, pas grand monde, finalement, sur cette planète Terre. Mais j'ai continué et jusqu'à un jour où le podcast a commencé vraiment à prendre, parce qu'il y a eu ce truc où je pense que les femmes, on a vraiment besoin d'inspiration. Il y avait beaucoup d'inspiration hommes, mais très peu finalement au féminin. Et je pense que c'est pour ça que le podcast a commencé à vraiment exploser. Et les filles, les femmes se sont rendues compte, en fait, je peux le faire. Et le fait d'interviewer, parce qu'au début, je n'interviewais pas forcément des femmes influentes, mais des femmes comme nous, en fait, dans cette pièce, qui peut être ta copine ou ta voisine ou une fille que tu croises dans la rue. Et en fait, ça permet vraiment de se dire, OK, si elles l'ont fait, et qu'elles sont nombreuses,
mais moi aussi je peux le faire en fait. Je suis pas moins intelligente qu'elle, moins audacieuse qu'elle. Elle avait l'air d'avoir pas confiance en elle. Elle avait pas d'économie de côté. Elle a pas fait d'études. Enfin, je voulais vraiment montrer qu'il y a plein de cas de figure différents de nanas qui sont successful aujourd'hui, mais qui à la base sont parties de rien et étaient no one. Comme vous et moi. Enfin, on est tous no one. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, on devient plus ou moins influente, mais finalement, on est toutes pareilles. Donc c'était ça l'objectif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, et ça c'est une question que je vais vous poser aussi les filles, dans ma tête, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, où est-ce que je veux aller avec ce projet? C'est quoi ma vision? C'est quoi ma mission? C'est quoi la promesse? À quoi je sers finalement? Ce podcast-là, à quoi il va servir? À quoi je vais servir? Et du coup, c'est hyper important pour la suite de ce qu'on va voir. Est-ce que vous, les filles, dans vos projets, est-ce que vous avez une vision très claire de là où vous voulez aller? Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans. Est-ce que vous savez où vous voulez aller? Parce que c'est pas toujours très clair, hein. On peut avoir des visions des fois, mais c'est un peu brouillon. Et forcément, la vision s'éclaircit petit à petit, il y a plus de clarté. Est-ce que vous avez une vision très claire de ce que vous voulez, les filles? Toi, non? Non, pas vraiment, parce que même quand j'ai lancé mon projet, je l'ai lancé un peu sur un coup de tête et jamais je me suis dit qu'aujourd'hui j'en arriverais là. Même ici, habiter à Dubaï ou quoi que ce soit, ça s'est fait un peu, c'est des décisions au compte-gouttes, quoi. Et même là, aujourd'hui, je sais que je vais me diriger plus vers le coaching, mais je sais pas encore comment m'y prendre à cette heure-ci et je pense que ça va se développer au fur et à mesure, quoi. Ok, et c'était quoi ton driver de départ alors? L'idée de lancer ta boîte, c'était Moi, pourquoi? c'était d'être plutôt liberté financière, liberté géographique. En fait, j'étais en CDI et j'avais vraiment envie d'avoir ma petite liberté, de pouvoir faire mes journées moi-même, etc., quoi. Ok, très bien. Donc Et est-ce voilà. que tu ressens le besoin d'avoir une vision plus claire pour pouvoir avancer et atteindre de gros objectifs? Ouais, je pense quand même. C'est important et ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi ton prénom? Camille. Qui sont dans le même cas de Camille, qui ont une vision qui n'est pas hyper claire et ça les bloque un peu dans l'avancée de leurs projets, de leurs objectifs, ou c'est plutôt clair, sauf pour celles qui ne sont pas encore lancées, forcément, il n'y a pas forcément la vision qui est là. Pour les autres, vous avez une vision qui est plutôt claire? J'ai une vision à long terme que j'ai depuis déjà des années, mais c'est plutôt dans quelques années. Mais du coup, je pense qu'il manque les étapes d'avant, là, à court terme et moyen terme. Donc, du coup, je pense ce qui m'empêche de relancer la machine, parce que ma vision est trop loin dans le temps. C'est quoi? Est-ce que tu veux la partager avec nous ou tu Oui, veux la oui. garder pour toi? C'est quoi ta vision? J'aimerais lancer le McDonald's du bien-être. Trop marrant. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe où on va dans le monde, on puisse trouver un endroit où on puisse se prendre soin de soi, faire des thérapies, faire des cours, avoir des espaces comme ça de coworking, choses comme ça. Et je voudrais vraiment que, peu importe dans le monde, on aille sur l'application et qu'on trouve un endroit comme ça, quoi. Et alors, je vais prendre le cas. Quel est ton prénom déjà? Iléa. Iléa. Je prends le cas d'Iléa parce que c'est intéressant. Là, elle m'a parlé de la vision pour son projet. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on va du coup, je montre ça comme s'il y avait des slides. Pas du tout, hein, il n'y aura pas de slides. Mais on va venir là-dessus, c'est que c'est très bien d'avoir une vision pour son projet. Mais est-ce qu'elle a pensé à la vision qu'elle avait pour elle-même en tant que chef d'entreprise? Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Est-ce que tu as une vision pour toi en tant que chef d'entreprise? Ouais, moi, c'est continuer à être libre, à pouvoir explorer, à pouvoir trouver un espace dans lequel je continue toujours à expérimenter. Ne pas avoir cette routine. Et toujours être dans la création, en fait. Création, innovation. Et est-ce que tu as conscience de l'impact que tu aimerais avoir sur ce monde? Ouais. Je veux faire vivre des émotions aux gens. Tu veux quoi? Faire vivre des émotions aux gens. Je veux rendre les gens vivants, en fait. Je veux qu'ils puissent, quand ils vont aller dans ces endroits, se retrouver. Je veux créer de l'émotion, en fait. Créer des sensations. Qu'est-ce qui t'agace le plus sur Terre? À part les guerres, les trucs, les machins, qui seraient liés à ton projet. Qu'est-ce qui t'énerve? C'est quoi ton ennemi? Pourquoi tu te bats? La perte de temps, en fait, je pense. Se pitoyer sur son sort alors qu'on peut... on est sur Terre pour pouvoir vivre des choses exceptionnelles, en fait. C'est vraiment Moi, je suis addict aux papillons. Vous savez, les papillons, quand on commence à dater quelqu'un, quand on commence à projeter... La dopamine, tu veux dire? Je sais pas si c'est très bon. Non, mais les papillons, c'est plus mignon. Et en fait, je veux faire vivre ça aux gens. Et je veux qu'on puisse se réveiller tous les matins en ayant l'envie de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, que ce soit créer ou peu importe. Mais j'ai envie que tout le monde puisse se réveiller et avoir cette envie de vivre, en fait, de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ok.
En fait, pourquoi je lui pose toutes ces questions? Parce que dans le développement de nos entreprises, de nos projets, ces questions-là, il faut se les poser. Bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, il y a 2 ans, c'était pas hyper clair, c'était un petit peu, on va dire, généraliste. Mais par contre, c'est important de se poser la question, pourquoi je fais ça? Et donc moi, mon ennemi, c'était vraiment la résignation. Je ne supportais pas que les femmes se résignent à vivre une vie qu'elles n'aiment pas. Ça me mettait mais hors de moi. C'est pour ça que je te pose cette question, mais en fait, je vous la pose à vous toutes. L'idée aussi, c'est d'aller un petit peu clarifier. Tu vois, là, je dirais que tu es un peu dans une généralité et c'est très bien parce qu'on sent que tu es quand même porté, tu as quand même ce truc, tu as une mission, tu te sens connecté, tu as envie d'apporter plus de bonheur aux gens et je pense que c'est fondamental. Mais je pense qu'il faut quand même clarifier, tu vois, pour pouvoir après embarquer les gens dans ta communication, embarquer ta cible avec toi, t'adresser de la bonne manière, communiquer de la bonne manière à tes prospects, à ton audience. C'est quand même hyper important d'être le plus clair possible. Donc, c'est de se poser la question. Toi, j'imagine que ton ennemi doit être un petit peu similaire au mien. Ouais, voilà. Bah voilà. Moi, c'est les parents qui sont résignés, en fait. Bah, en fait, c'est vraiment ce que tu dis. C'est que, en fait, on est complètement maître de notre vie, en vrai. La seule chose qu'on maîtrise pas, c'est la vie en soi et la mort, pour le coup. Mais en tout le reste, on a le contrôle de nos actions. Et puis, c'est vrai qu'on vit dans un monde où on grandit dans un monde. Alors, c'est d'autant plus valable pour les femmes parce que on a hérité de notre histoire, tout simplement. Et donc, on a une autre mission qui est en train de tourner. Je pense maintenant, il y a une vraie prise de conscience autour de ça. Mais de façon générale, même les personnes qui sont les plus ambitieuses que j'ai pu rencontrer, par exemple, en ce qui me concerne, après la parentalité, il y a un gros shutdown, que ce soit dans la carrière, parce que moi, j'ai fait 18 ans dans le monde de la banque. Et puis, j'étais assez du genre à vouloir évoluer, etc. Et j'ai vu des personnalités complètement s'effacer et se dire, ouais, OK, je vais prendre un job à 50% en tant qu'assistante, alors que tu as fait des études, tu as gratté tout ce que tu as réussi à gratter jusqu'en haut. Puis là, OK, bon, j'ai des enfants, donc je m'arrête. Et puis, du coup, tu dois mettre ta vie entre parenthèses pendant 5, 6, 7 ans en fonction de la configuration familiale que tu as. Pour la petite anecdote, moi, j'ai eu des jumelles d'un coup, hop, après 6 ans de traitement. De traitement aussi. Okay, donc, il y a eu un gros... moi, j'ai aussi fait un burn-out, mais heureusement pour moi, c'était pas sévère. Mais pour le coup, ouais, c'est... Et en fait, je me suis dit, non, mais je suis complètement révoltée. Et ça m'a vachement animée. Puis après, de ça, je rebondis, c'est quand tu trouves, en fait, le truc qui va un peu te révolter, en fait, c'est pour moi ce qui m'a sauvée et qui m'a fait tenir tout le long sans jamais abandonner, jamais procrastiner, c'est justement cette mission qui a découlé de ça, en fait. La vision et savoir parfaitement où tu veux être avec ton business, mais surtout avec toi-même, en fait. Moi, quand je me projette dans l'avenir, je projette pas mon business. C'est assez drôle parce que pour moi, quel que soit le moyen, je serai cette femme-là, en fait. Et dans tous les cas, si mes valeurs, elles restent les mêmes, elles vont se développer. Et du coup, logiquement, là, c'est plutôt mathématique, les actions, elles vont suivre dans ce sens-là aussi, quoi. Voilà, ouais. C'est important de se mettre au cœur de son business, surtout au démarrage. Alors, ça dépend parce que toi, par exemple, qui crée un e-commerce, tu as tout un travail, une entreprise de produits, tu as tout un travail à faire de branding au niveau de ta marque. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'utiliser le personal branding et on va en parler avec les slides. Mais c'est hyper important, je pense, de vraiment se mettre au centre de son business et se poser la question, OK, c'est quoi mon ennemi? Pourquoi je me bats aujourd'hui? Parce que ce qui fait que tu vas te battre aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu vas t'embarquer toi-même dans une aventure entrepreneuriale plus ou moins successful et l'impact que tu vas avoir sur ce monde. Parce que ton ennemi, donc par exemple, la résignation, moi je ne supporte pas que les femmes se résignent, donc je vais faire en sorte qu'elles vivent la vie qu'elles méritent de vivre, qu'elles créent le projet qu'elles méritent de créer, qu'elles soient alignées avec le projet entrepreneurial qu'elles vont créer et alignées avec la vie qu'elles vont se construire. OK, très bien. Du coup, quel impact je vais avoir? L'impact que j'aimerais avoir, c'est du coup être vraiment positionnée sur tout ce qui est woman empowerment, le marché de la reconversion, etc. Tout va forcément s'aligner. Donc, c'est hyper important d'avoir une vision claire. Où est-ce que je veux emmener mon business? Où est-ce que moi, je veux m'emmener en tant que chef d'entreprise? C'est hyper important, c'est le point de départ de tout. Quel est mon ennemi? Il faut toujours se poser la question, pourquoi je me bats? Parce que c'est ça qui va nous faire comprendre quel impact je vais avoir sur ce monde. Hyper important. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous positionner. Et les aspects ensuite de comment je vais faire, il faut se les poser aussi. OK, très bien. Donc, mon ennemi, je l'ai. Ma vision, je l'ai. Ma mission, OK, c'est quoi exactement ma mission? Pareil, si possible, la clarifier davantage. Et ensuite, c'est de se poser la question, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais créer qui va me permettre justement de pouvoir atteindre cette vision, de pouvoir tous les jours mener ma mission à bien? Comment je vais le faire? Et ça aussi, c'est important de se poser la question parce qu'il y a plein de manières de faire. Et c'est aussi de se dire,
Demain, tu crées une entreprise de matcha, mais elle n'est pas obligée de créer qu'une entreprise de matcha. Elle peut créer, si elle veut, tout un écosystème. Et c'est un peu cette réflexion que j'ai eue, moi, au départ. Je me suis dit, OK, j'ai créé un podcast, génial, j'inspire les femmes, et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on va peut-être créer une académie qui puisse permettre aux femmes de les aider, justement, à se créer une vie sur mesure, à trouver le bon projet pour elles, à, construire et développer, poser les bases de leur projet. C'est un peu se poser toutes ces questions-là. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais rajouter dans mon écosystème? Ah ben tiens, on pourrait aussi créer des événements dans lesquels on regrouperait justement toutes ces femmes. Donc, on a créé des talk shows où justement, on intervient, on fait intervenir des speakers, on va donner des clés, on inspire, etc. Mais l'idée que vous devez vous poser, je vous recommande de vous poser cette question, c'est qu'est-ce que je peux créer comme écosystème qui va me permettre de créer un business qui s'auto-alimente? C'est important. Parce que les filles qui vont écouter le podcast, elles vont venir dans l'académie, et puis elles vont venir au talk, et puis ci, et puis ça, et puis elles vont évoluer dans votre écosystème. Aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises, on est tellement sur le marché, on ne va pas se mentir, et tant mieux, hein, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, etc., qui arrivent sur le marché. Et il ne faut pas se dire que même celles qui arrivent, c'est... Comment dire, il n'y a pas que les grosses qui comptent, parce que les petites, les débutantes qui arrivent demain, c'est potentiellement vos futures concurrentes. Donc, il ne faut pas vous dire, OK, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où j'ai l'impression d'être pas trop mal. Il faut quand même se dire, OK, il faut que je développe un écosystème qui soit bien ficelé pour toujours me retrouver quand même au-dessus du panier. Parce que c'est un peu ça la question qu'on se pose toutes, c'est comment sortir du lot? Comment je fais pour me démarquer dans un monde où il y a énormément de concurrentes? Donc, moi, ce que je recommande, parce que je sais qu'on ne recommande pas du tout tous la même chose, nous, ce qu'on recommande à nos clientes, c'est vraiment de créer un écosystème. Est-ce que vous aviez déjà pensé à cette idée de créer un écosystème? Oui? Ouais. Parce que parfois, on se dit juste, on va créer une boîte, un produit, un service, un tunnel de vente, et basta. Moi, c'est pas ce que je recommande. Même si l'idée de créer un service, un produit, une boîte, un tunnel de vente, forcément, vous allez aller plus vite en termes de chiffre d'affaires. Par contre, en termes de développement d'écosystème, de personal branding, etc., ça sera peut-être moins bien fait, ça sera peut-être fait un petit peu brouillon, il n'y aura pas vraiment de vision, etc. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, je me suis posé cette question, donc je vais créer un écosystème. En plus, mon driver, on en parlait tout à l'heure, mais c'est pas l'argent. Ça n'a jamais été l'argent, mon driver. Donc moi, je voulais pas forcément aller le plus vite possible, je voulais faire le mieux possible et être le plus aligné à mes valeurs possibles, à ma vision, à ma mission. C'était vraiment le plus important pour moi. Surtout quand on sort d'un burn-out, forcément, on veut retrouver du sens dans sa vie. De la thune, c'est vraiment pas le truc qu'on veut en premier, quoi. Vraiment pas. Donc, j'avais besoin aussi de ce truc-là. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je développe un écosystème et un personal branding qui me permettent de me démarquer. Tout le monde me demande toujours comment t'as fait, Sandra, pour avoir un podcast qui sort du lot alors qu'il y avait déjà beaucoup de concurrence? Comment t'as fait pour te retrouver dans les top podcasts de France de développement personnel? Comment t'as fait pour te démarquer sur le marché du développement personnel alors que c'était déjà ultra saturé? Tout le monde me dit, mais attends, du coaching, il y a déjà 25 000 coachs, tu vois, pourquoi tu penses que toi, tu vas sortir du lot? T'inquiète pas, moi, dans ma vision, j'étais déjà dans le top podcast, top truc, top machin. Et c'est pour ça que c'est important, les filles. Il faut avoir une vision ambitieuse. Moi, c'est vraiment ce que je recommande. Tu parlais, tu disais, moi, ma vision, elle est déjà, elle est peut-être trop long terme, elle est peut-être trop avancée, mais c'est super. Garde ça en tête. Enfin, moi, dans ma tête, j'étais déjà top one, tu vois. Pas de problème, mais c'était dans ma tête. Ça, faut pas le dire trop fort, tu vois. Tu le dis pas, tu restes dans ton truc, parce que sinon, les gens, ils pensent que t'as un melon comme ça. Mais le truc, c'est que plus t'as une vision ambitieuse, plus t'as de chance d'atteindre ces objectifs-là. Alors que si tu te dis, oh bah non, c'est un peu trop ambitieux, j'ai l'impression d'être un peu hautaine, machin, je vais me mettre là, tu vois. Bah ouais, mais le problème, c'est que si ta vision, elle est petite, bah tu vas atteindre des plus petits objectifs. Du coup, moi, je trouve ça OK d'avoir une vision long terme, genre hyper ambitieuse, je veux créer le McDonald's, healthy, machin, génial. Par contre, effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il faut quand même se dire que plus on fixe le sommet de la montagne, plus on pourra avoir potentiellement de la difficulté à l'atteindre parce qu'on sera tellement obsédé par ce sommet qu'on en oubliera les petites étapes à faire et on aura du mal à avancer comme si on n'arrivait jamais à gravir cette montagne. Donc ça aussi, ça peut être un petit peu paralysant. Donc il faut faire attention à avoir quand même des objectifs, des milestones qui soient quand même étape par étape. C'est un peu ça l'entrepreneuriat. Du coup, les filles, aujourd'hui, quels sont selon vous les moyens de se démarquer et de faire partie des leaders de votre marché? Est-ce que vous vous posez un petit peu ces questions? Est-ce que vous avez un petit peu réponse à ces questions? Comment on fait aujourd'hui pour devenir leader de son marché, en partie? Do you know? Je pense que tu parlais plus de la branding, je pense que ça peut
Attends, tu dois prendre le micro, sinon tu vas te faire disputer. Du coup, je disais, tu parlais de personal branding. Je pense que maintenant, c'est une grosse partie de comment se démarquer parce qu'il n'y a pas finalement deux toits et que on est 10 dans la pièce. Je pense qu'on peut lancer tout le même business. On le fera toutes différemment parce qu'on est toutes différentes. Et je pense que c'est justement ça la force. Et moi, je viens de lancer justement mon projet. Et de base, je ne voulais pas m'y associer parce que c'est effrayant. Oui. Et c'est justement le sujet qu'on avait à la dernière masterclass et où j'ai dit, en fait, vas-y à fond parce qu'il n'y a personne qui fera les choses comme toi, tu les fais. Et donc, je pense que c'est ça aussi la force maintenant. Et de toute façon, on le voit, on parlait tantôt de Anatei Matcha. C'était la seule à ne pas être influenceuse en lançant son matcha. Maintenant, elle met des photos d'elle partout sur son Insta pour dire, voilà, je me présente, je suis un tel, etc. Parce que c'est la force maintenant de ta marque. Parce qu'il y a tellement de concurrents que si tu montres pas qui t'es, les gens s'attachent même plus à ta marque, ils s'attachent à toi, en fait. Exactement. Je pense. Alors, exactement, ça fait partie évidemment des clés, des stratégies. Moi, je l'ai utilisé dès le départ, mais j'avais très peur, comme toi. Au début, je postais une photo, j'aime pas. Enfin, tu vois, je me trouvais un peu ridicule. Tu regardes tes vidéos face cam. Tu te dis, j'ai l'air un peu con quand même, tu vois. Et puis, tu t'as peur des jugements des autres, que vont dire mes copines, tu vois, faire des stories. Coucou les gars, c'est Sandra, aujourd'hui, on va voir. Tu vois, c'est toujours un petit peu gênant au début, mais c'est effectivement hyper important. Tout le monde ne le fait pas. Tu as des personnes qui ne se montrent pas. Moi, je prône le personal branding parce que je pense que ça peut accélérer. Et franchement, pour le coup, j'en suis la preuve, ça a vraiment accéléré mon business, mais à un point qui est énorme. Parce qu'en fait, quand tu utilises le personal branding, tu deviens la meilleure ambassadrice de ta marque. Qui d'autre que toi peut incarner au mieux ta marque? Par contre, je mets quand même un petit point d'attention. On en revient à cette histoire de vision, mission, etc. Si tu n'as pas la bonne vision, si tu n'as pas la bonne mission, si tu ne le fais pas pour les bonnes choses, pour moi, au bout d'un moment, tu vas te casser la figure. Ton personal branding va être un petit peu... Les gens savent, en fait. On n'est pas bêtes. On sait. On sait que... Elle n'est pas hyper alignée avec ce qu'elle dit. Je sens qu'elle est pas... Ça manque de bienveillance. Exactement. Exactement. Ça manque d'authenticité. Ses valeurs n'ont pas l'air d'être vraiment ancrées. Enfin, tu sens qu'elle est là pour faire de la maille, quoi. Et ça se ressent très vite, je trouve. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'incarner sa vision, parce que d'un point de vue énergétique, on va dire, on a besoin de ressentir cette énergie. On a besoin de savoir que son ennemi, enfin, vraiment que tu le détestes, que ça te... On le ressent par tous les pores, que toi, la résignation des couples, des femmes dans leur vie, il faut que ça se ressente. En fait, c'est leur mode, oui, les filles, vous devriez vraiment vivre la vie que vous voulez. Tu vois ? Ah ouais, je vais pas acheter chez elle. Enfin, tu vois, elle me donne pas envie, quoi. Je passe mon chemin. Non, tu veux sentir quelqu'un qui se bat, en fait, parce que tu veux être avec elle. Et c'est un peu l'idée des locomotives, c'est entraîner les wagons, montrer en fait que t'es le moteur et entraîner tout le monde derrière toi, parce que l'idée aussi de créer un business, c'est embarquer une communauté. Et c'est comme ça que tu peux embarquer ta communauté, c'est avec le personal branding. Donc effectivement, c'est une très très bonne manière de se démarquer, de se différencier, parce que personne ne te ressemblera jamais. Ça, c'est une évidence. Il y a aussi plusieurs manières dans le personal branding. Est-ce que vous savez d'ailleurs comment on développe le personal branding? Quelles sont les différentes stratégies qu'on peut utiliser pour développer son personal branding? Storytelling. Absolutely. Exactement. Raconter sa vie. Et est-ce que toi, par exemple, tu t'es fait accompagner pour identifier clairement ton personal branding? Non. Ou... Non. Non, je pense que c'est une bonne idée de se faire accompagner, surtout si tu manques de vision, de clarté, etc. Ça peut être intéressant. Non, je ne me suis pas fait accompagner, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je sortais quand même d'un burn-out, donc thérapie. J'ai dépensé des milliers d'euros pour m'en sortir et pour me soigner et pour travailler sur moi. Et je suis tombée un peu dans la marmite du développement personnel pour justement sortir de tout ça et, si tu veux, développer mon business. Donc, à ce niveau-là, j'avais quand même une certaine clarté qui m'a permis de savoir qu'est-ce que je voulais représenter, comment j'allais créer mon personal branding, etc. J'ai une petite question. J'ai beaucoup utilisé le personal branding à l'époque sans le savoir. C'était en 2014. J'étais en Australie. Je commençais ma carrière de batteuse, du coup, pour le coup. Et je le faisais sans réfléchir. Par contre, au moment où j'ai commencé à me diversifier, à être beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, à commencer à créer mes projets, il y a eu une scissure, en fait. Parce que dans la musique, quand tu fais autre chose à côté, d'un seul coup, l'industrie musicale a tendance à te considérer comme t'es plus professionnelle. Genre, t'es plus musicienne, en fait. D'accord. Et donc, j'ai dû séparer. À un moment, j'avais 4 comptes Instagram, que j'ai toujours d'ailleurs, mais je m'en sers pas vraiment, pour chaque activité, en fait. J'avais un compte pour les événements, un compte pour ma musique, un compte perso avec le sport et un compte pour tout ce qui était business en ligne.
Et c'était très compliqué parce que j'avais l'impression que entre chaque boîte, en fait, je pouvais pas être moi-même à 100%. Parce que pareil dans le business, quand on dit je suis musicienne, c'est une saltimbanque. Voilà, il y a pas ce côté sérieux, alors qu'en fait, dans la musique, la tonne de travail, je crois, on sous-estime. Hein, vraiment, bien sûr. c'est incroyable comme il faut travailler, et surtout en tant que femme, pour arriver à percer dans ce milieu-là, à la batterie en plus, donc un milieu d'hommes, c'était vraiment compliqué. Et en fait, il y a vraiment cette coupure entre les mondes, et j'ai mis longtemps, tu vois, à plus utiliser de personal branding à cause de ça. Et pareil dans tout ce qui est podcast, dans tout le business en ligne, tout ça. Et c'est en partie pourquoi j'ai arrêté d'être à fond dedans. Parce que je pouvais pas être 100% moi-même, parce que même chose, quand je parle de ce que je fais, la première idée qui vient aux gens, c'est ça part dans tous les sens. Et c'est souvent des trucs genre, waouh, genre, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Par contre, si j'étais un homme, et ça je le dis parce que je traîne tellement avec des hommes et je les interviewe tellement aussi, je vois qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui ont plein de trucs différents, qui font plein de projets différents et qui les mènent très bien. On remet pas trop en question leur légitimité à pouvoir tout faire et on les met beaucoup moins dans des boîtes, j'ai l'impression. Dans tous mes collègues musiciens, et je parle de personnes qui jouent avec, j'ai envie de dire Beyoncé, elle est pas trop à citer en ce moment, mais il y a le batteur de Madonna, Justin Timberlake, Lady Gaga, Rihanna, il y a tous ces gens-là. Il y avait Jay-Z, Beyoncé, c'est des gens. Il y a même le batteur de Michael Jackson dans mes contacts proches, parce que je travaille avec des grandes marques, tout ça. Ces gens-là, ils ont tous des boîtes à côté. Voilà, le batteur de Usher, de Lady Gaga, de Ariana Grande, par exemple, il a un car wash. Trop marrant. Voilà. Voilà. Donc, et ça, eux, on les met moins dans des boîtes de ce côté-là. Et c'est là où j'ai eu un souci en tant que femme qui a ce genre de vie, en fait, et qui s'en excuse pas et qui continue à suivre ses rêves et tout ça. J'ai du mal à faire en sorte que d'autres femmes puissent s'identifier à moi parce que ça paraît c'est too much. Et les hommes, en général, ils s'identifient pas trop aux femmes. Et donc, je me retrouve avec le cul entre deux chaises et c'est hyper compliqué en termes de personal branding. Je m'en rends compte de plus en plus. Voilà. C'était le seul petit truc. C'est intéressant. Donc, comment faire dans ces cas? Enfin, comment faire? Je pense que t'as pas la réponse à tout forcément, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus quand on est dans plusieurs cases, entre guillemets, en tant que femme. Comment on peut faire pour inspirer d'autres femmes? Parce que c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est pas de dire aux femmes, oui, soyez musicienne, soyez entrepreneuse. C'est de dire, vous avez un rêve, suivez-le. À un moment donné, la peur, elle est là, l'envie, elle est là. Au bout d'un moment, quand l'envie, elle va dépasser la peur, il va falloir y aller. Voilà. Comment je peux faire maintenant dans le personal branding pour donner cette idée-là, peu importe que ce soit dans la musique ou dans l'entrepreneuriat? Je pense que déjà, le vrai truc, c'est dans ta tête. Je pense qu'il faut d'abord régler ce truc-là dans ta tête. Parce que plus tu vas te dire « j'ai l'impression de ne pas être légitime parce que je fais plusieurs choses », plus tu ne le seras pas, en fait. Et plus tu adopteras une attitude qui fait que tu t'en excuses, limite. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Bah oui. Et bizarrement, c'est que moi, personnellement, je me sens pas illégitime. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai été même faire un tour du monde avec mon petit sac à dos pour rencontrer plein de gens. J'avais $500 pour 3 mois, 3 continents. Je dormais chez des inconnus, tout ça. Enfin, vraiment, je me suis sortie pour vraiment travailler sur les aspects de légitimité, de confiance en soi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai bien conscience aussi des limitations. Je sais que c'est des limitations qui appartiennent aux autres. Mais du coup, ces limitations font que il y a comme un mur, en fait. Donc, de mon côté, moi, je suis très contente, honnêtement, de faire tout ça. Vraiment, ça me va. Mais en termes de communication, c'est là que ça bloque parce que entre ce qu'on peut être, ce qu'on peut dire et la manière dont ça va être perçu, la manière dont ça va être accueilli, des fois, il y a un gouffre. Et c'est là, en fait, où je me heurte vraiment à un mur. Voilà, on parlait de la résignation des femmes, on parlait de certaines limites, de choses comme ça, qui sont pas forcément très claires, mais qui se ressentent dans la société, je trouve. Et c'est là où j'ai vraiment du mal. Voilà, c'est surtout ça. Je sais pas si c'est très clair comme c'est défini. Si. Non, c'est clair. Mais je pense quand même si tu as travaillé sur, malheureusement, la légitimité, etc., même si on travaille sur nous, c'est des choses qui font surface à nouveau régulièrement, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu se dire, en fait, je m'en fous. Et plus non, mais c'est vrai. Plus tu seras assumé, plus tu assumeras ce que tu fais, etc., moins les gens vont se dire « Attends, elle fait plein de trucs, elle fait machin ». En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu renvoies aux autres ce dont tu as peur. T'as peur de machin, forcément, les gens vont le remarquer. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, plutôt d'un point de vue business, si tu as plusieurs business, si tu fais plusieurs choses, pour moi, je suis très partisane de
mine de rien, un compte Instagram, un objectif, tu vois. Parce que d'un point de vue business, combien de coachs d'ailleurs me contactent me disant oui, est-ce que tu peux regarder mon compte et me dire ce que t'en penses et machin, parce que je m'en sors pas, j'arrive pas. Et en fait, tu vas sur leur page Instagram. Alors, elle est prof de gym, coach en développement personnel, je sais pas, conseillère de je sais pas quoi. En fait, il y a tellement de choses, on ne sait même plus qui elle est. Et en fait, même elle se perd. Et ça, je suis totalement OK. Tu perds ton audience. Parce que, en fait, c'est pas crédible. Elle a le droit de faire plein de choses et d'avoir et c'est super et c'est génial. Mais aujourd'hui, si tu veux vraiment faire comprendre à ton audience ce que tu fais, il faut aller au plus simple. Si tu lui fais un parcours du combattant pour comprendre qu'est-ce qu'elle propose, quel machin, malheureusement, tu vas avoir très peu de gens qui vont acheter chez toi. On est entrepreneuse, mine de rien, pour faire du chiffre d'affaires, il faut quand même qu'on vive. C'est l'objectif, faire du chiffre d'affaires, avoir plus de clients. Donc, il faut leur faciliter la tâche. Et c'est sûr que ça peut être un danger de faire plein de choses et de les perdre. Donc, dans ton cas, c'est très bien. Tu as le droit d'avoir plein de choses et c'est très cool. Et c'est très bien d'avoir plusieurs comptes. Tu peux avoir plusieurs business, plusieurs comptes Instagram, ça, c'est cool. Et après, avec cette idée de est-ce que je suis légitime? Est-ce que du coup, je perds pas ma légitimité en tant qu'entrepreneur ou en tant que musicienne, etc. Franchement, j'ai envie de dire non. Enfin, si en plus, tu es bonne dans ce que tu fais, c'est un peu ce truc-là. Moi, je me dirais, je vais leur prouver que j'excelle, tu vois, dans tous les trucs. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Après, c'est très français. Hein. Oui, oui. Je vivais aux États-Unis, j'ai vécu au Canada et en Australie avant d'être ici. D'ailleurs, je suis ici, mais j'aurais jamais mis les pieds ici si c'était pas pour quelqu'un, honnêtement. Mais c'est une mentalité très anglo-saxonne, j'ai l'impression, de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir... déjà, rien qu'aux États-Unis, c'est rare les gens qui ont moins de 2 jobs. Là, voilà. En France, on est beaucoup plus, j'ai l'impression, dans des cases. Et du coup, il y a ce truc-là de « Ah, elle est ci ». Et il y a ce truc d'identité, en fait. Elle est entrepreneuse. Elle est hôtesse de l'air. Elle est... Voilà. Et en fait, mais je pense que ça commence un peu à se diluer dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui parlent de plus en plus de la multipotentialité, etc. Enfin, on commence à accepter qu'on a le droit et puis besoin peut-être de faire plusieurs choses et c'est totalement OK. Par contre, moi, je reviens quand même sur cet aspect de tu veux être entrepreneur, tu es entrepreneur, tu veux créer un business qui soit lucratif, avec lequel tu vis bien, etc. Et peut-être potentiellement devenir un leader de ton marché. Je pense que c'est quand même hyper important pour nous de focaliser. C'est dur, mine de rien, de se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Tout le monde n'en est pas capable. Et je pense que tu peux vite te casser la gueule, mine de rien, en étant concentré. Moi, je sais que je ne pourrais pas. Je sais que si j'étais trop concentrée sur plusieurs choses, jamais je serais là où je suis aujourd'hui. C'est un mode de fonctionnement. Hein. En général, c'est pas des choix. Quand je dis c'est pas un choix, le seul choix, c'est de l'assumer. Voilà. Mais c'est un mode de fonctionnement. C'est pas tout le monde qui fait comme ça. Et à l'inverse, moi, je pourrais pas faire un seul projet. Franchement, je l'ai fait et j'ai fait une dépression sévère de 3 ans. Plus jamais je m'enferme dans un seul truc, c'est pas possible. Donc je dis même pas burn-out parce que burn-out, il y en a qui font des burn-out, hein, je dis pas. Mais souvent c'est un mot qu'on utilise qui est un peu édulcoré, qui est un peu joli parce qu'en plus c'est anglais. Pour cacher un truc qui en fait s'appelle la dépression. Un burn-out, c'est pas forcément une dépression. Ouais. Voilà, par contre, tu peux faire une dépression suite à un burn-out. Exactement, moi c'était mon cas. Et justement, c'est là où je me suis dit non en fait. Donc c'était il y a très peu de temps que j'ai décidé de vraiment afficher à tout le monde que finalement en fait je faisais tout ça et que ça me va en fait, mais c'est pas facile en termes de personal branding. Effectivement, je vois les limites de ça. Je suis d'accord. Bon, déjà personnellement je pense qu'il n'existe pas une femme qui ne soit pas multipotentielle ou multicasquette parce que de nature on est comme ça parce qu'on jongle toute la vie avec plein de trucs. Sûr. On est trop forte. Mais vraiment, mais c'est vrai, à un moment donné il faut savoir se dire on est des pieuvres, on a des bras dans tout. On est tellement meilleurs que les hommes. Oui. Non. Tu peux voir si le micro marche. Et il marche bien, t'inquiète. Je rigole. Mais je pense que... si je peux te donner un conseil, parce que moi, je me suis perdue une chier de temps là, dans ce bordel, parce que je suis un peu comme toi, genre, à un moment donné, est-ce que je m'adresse aux parents? Est-ce que je m'adresse aux femmes? Parce qu'en fait, tu as ce syndrome que j'appelle le syndrome de Mère Teresa. C'est-à-dire que tu as envie de parler à un maximum de monde parce que tu veux toucher ces gens-là, puis tu as envie justement de les sortir de leurs conditions dans chacun de ces domaines-là. Et puis en fait, après, j'ai mis un pas en arrière et puis je me suis dit, mais en fait, qui je suis aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis qui? Je suis Ferda, je suis entrepreneur et puis j'ai 3 enfants et puis j'ai la chance d'avoir une relation de couple qui tient depuis. Et en fait, c'est ça qui a résonné avec les gens. Les autres personnes qui sont inspirées par toi, elles vont de toute façon venir. Donc moi, je pense que ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste, maintenant tu t'arrêtes, tu dis, moi, je suis comme ça et je parle de ça et ça va attirer des gens comme ça, en fait.
Et puis, t'es pas obligé de parler à chaque fois de musique comme si c'était uniquement ça. Voilà, enfin... Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Non, en fait, sur mes 4 comptes Instagram, il y en a qu'un où je publie de temps en temps. En fait, j'ai arrêté de parler en public, c'est-à-dire que maintenant, je ne fais que des trucs physiques. La musique, de toute façon, on fait des concerts, des trucs, des tournées, voilà. Les événements, c'est que des présentiels. Voilà, donc tout ce qui est organisation d'événements, c'est que du présentiel, comme ça, moi, voilà. Ouais. Et le seul truc où c'est en ligne, c'est le podcast. Et comme c'est moi qui interviewe les gens, Est-ce que je veux pas que la partie soit trop longue, comme la masterclass dure longtemps, on pourra reparler de ça éventuellement en privé. Est-ce que vous vous sentez, vous, concerné par cet aspect de multipotentialité ou vous êtes plutôt aligné avec ce que vous faites ça concerne pas forcément tout le monde Non Ce que tu disais avec l'écosystème, parce que l'écosystème, ça te permet c'est la multipotentialité. Et moi, je sais que mon projet, avant d'avoir quelque chose à vendre, j'avais mon concept que j'avais trouvé et qui a créé un écosystème. Et c'est après que je me suis dit, OK, ton écosystème, il est bien beau, mais ça va être lucratif? Donc, c'est là que j'ai dû trouver un produit à vendre. Ouais. Et après, je me suis dit, OK, mais en fait, ce que tu es en train de construire, ça peut, comme tu as dit, se transformer en podcast. Mais tu peux aussi faire plein de choses autour du développement spirituel et personnel. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je trouve la multipotentialité, elle parle de ça, en fait, parce que ton écosystème, ça va tourner autour de ce que tu sais faire. Oui, mais c'est pour ça que... donc moi, les conseils qu'on donne, alors souvent, on a des femmes, donc des salariés qui viennent dans l'académie, et pour beaucoup, elles ont soit pas d'idées, enfin, elles ont la sensation de ne pas avoir d'idées, soit plusieurs idées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les idées que tu peux avoir, elles peuvent s'emboîter dans un seul et même projet, dans un seul et même écosystème. Mais c'est là où il faut quand même avoir l'intelligence de se poser la question, comment je fais pour que cet écosystème que je crée, pour tous les aspects, tu vois, de l'écosystème que tu vas créer, toutes les différentes branches, s'emboîtent et soient lucratives. Parce que, mine de rien, ton temps, c'est quand même le truc le plus précieux qu'on a. C'est plus important que l'argent, en fait. Donc, si tu passes ton temps à faire des choses qui ne te servent pas, ça peut être dangereux aussi parce que tu t'épuises au bout d'un moment. Donc, il faut quand même que, OK, tu fais des événements, mais il faut que ça soit lucratif. OK, tu fais un podcast, mais il faut que ça serve à quelque chose. OK, tu as une académie, mais il faut qu'elle fonctionne, cette académie. Et c'est quand même se poser la question de, très bien, on est multipotentiel et on veut faire plein de choses, c'est super, mais réfléchissons à comment mettre notre énergie intelligemment et comment construire cet écosystème intelligemment. Sinon, c'est très, très compliqué de s'en sortir. Enfin, combien de nanas, je vois qu'elles ont voulu aller dans ce truc multipotentiel, machin, et en fait, elles se cassent la gueule parce que les gens n'ont pas compris ce qu'elles faisaient, parce qu'elles ont dépensé une énergie à faire des choses qui, malheureusement, n'ont pas servi la construction de leur business, et au bout d'un moment, ça marche plus. Tu vas retrouver un CDI parce que on a besoin de manger quand même, et on a besoin de vivre, et puis c'est cool de vivre confortablement quand tu fais un métier comme le nôtre. Enfin, on travaille tellement avec passion, certes, mais c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, donc il faut quand même se récompenser un petit coup au bout d'un moment, sinon on tient pas en fait la cadence. Donc c'est aussi, c'est pour ça que l'histoire de multipotentialité, moi je suis un petit peu je suis totalement OK parce que je le vois bien que moi aussi j'ai besoin de faire plein de choses. Par contre, pour moi, c'est vraiment OK, mais construis-le de manière vraiment bien pensée, et ton temps, il doit vraiment aller dans des trucs qui soient nécessaires et qui te permettent de faire fonctionner ton cœur de business, quoi. Ne perdez pas trop de temps. Pareil, je vois tellement d'entrepreneuses qui perdent du temps à faire des formations. C'est un truc, on en parlait encore il y a 48 heures. Combien de personnes font 28 000 formations en mode, non, moi je suis coach, je vais me former en PNL, en LPL, ça n'existe pas, mais c'est pour vous dire, voilà, EMDR, développement personnel, Alors elle a 15 trucs, et puis ça fait 2 ans que du coup elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ou elle est dans l'entrepreneuriat, et elle n'a plus ses indemnités de chômage. Ah ben mince, j'ai oublié qu'il fallait aussi que je vende mes services, tu vois. Et ça aussi, c'est hyper dangereux. Ne soyez pas trop focalisés sur le produit, sur vous, vos compétences, parce qu'au final, on les a déjà très souvent, les compétences, et c'est hyper important de se focaliser sur la vente aussi. Moi, j'avais oublié ça. Quand j'ai lancé mon business, j'avais oublié qu'il fallait que je vende. Moi, j'étais là pour créer des events, le podcast. C'était génial, hein, mais c'était absolument pas lucratif, mais c'était génial. Au bout d'un moment, je me dis, mais effectivement, peut-être que je gagne de l'argent. Mais comment je vais faire pour continuer comme ça? Et là, j'ai fait un switch. Et en fait, c'est un coach qui m'a dit ça, que vous connaissez peut-être, Roger Aumière. Voilà. On discute 30 minutes en visio. Le gars m'a déglingué, mais il a trop bien fait, franchement. Mais le meilleur moment de ma life. Et en fait, il me dit, mais Sandra, pourquoi tu vas pas créer une association parce que t'es pas faite pour être entrepreneur? Enfin, il me l'a dit un peu un truc comme ça, tu vois, genre,
si tu veux, va créer une asso. Mais l'entrepreneuriat, ma chérie, c'est pas ça, quoi. J'ai dit, ah bon? Et puis du coup, j'ai pleuré, je me rappellerai toujours, on a arrêté le visio, je me suis mis à pleurer en mode ah, putain, je suis une merde. J'ai rien compris à l'entrepreneuriat. Et là, j'ai fait un switch en mode il a raison en fait. J'avais un problème avec l'argent, je pense clairement, d'où l'importance de la relation avec l'argent. On reviendra sur le sujet du personal branding, hein, mais juste d'où l'importance de la relation avec l'argent quand on est entrepreneur, entrepreneuse, encore plus nous les femmes, où on a la sensation que gagner de l'argent c'est mal. Moi perso, c'était ça, hein. Gagner de l'argent c'est mal, si je gagne de l'argent, je vais pas être heureuse. Et puis j'avais l'impression de faire de l'argent sur le dos des gens en fait. Alors que non, on change des vies. On le dit tout le temps, on sauve pas des vies, mais on change des vies et c'est exceptionnel ce qu'on fait et c'est cool et il faut qu'on en soit fiers, etc. Mais j'avais un gros problème avec ça. Et ça aussi, je pense que c'est hyper important, les filles, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de soigner son rapport à l'argent avant tout, parce qu'il peut être très compliqué. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là en mode est-ce que j'ai le droit de gagner de l'argent? Est-ce que si je gagne de l'argent, je vais être moins heureuse? Est-ce que vous posez un petit peu ces questions-là? Est-ce que ça a déjà été des blocages pour vous? Ouais. Je vois tout le monde qui se connaît. Ah ouais, ben voilà. Mais c'est hyper important de se soigner par rapport à ça, parce que en fait, l'argent va faire partie de votre vie intégrante. Et plus vous allez devenir successful, plus vous allez gagner d'argent. Et il va falloir être OK avec ça. Parce que si on n'est pas OK, oui. Et comment tu as fait justement? Ça a été quoi tes steps pour, Roger. Non, je pense que, honnêtement, je pense que Roger, il m'a fait gagner 1 an de travail justement sur la relation à l'argent. Et après, j'ai compris, tous les jours, je faisais des petits. Je me répétais des petites phrases en mode non mais Sandra, l'argent c'est pas un objectif, l'argent c'est un moyen qui va te permettre de développer davantage ton projet, d'impacter davantage de femmes. Et je pense que c'est vraiment de se dire. Non, c'est vraiment de se dire que l'argent va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez réaliser et d'avoir le plus d'impact possible. Et puis ensuite, c'est encore un travail que je fais. Je ne suis pas encore totalement... Tu vois, Violaine me disait, tu vois, tu as posté une story où j'ai upgrade mon vol en business class, mais j'avais honte en fait. Et je me dis, est-ce que je poste cette story? Oui, mais il faut que ça soit un message fort. C'est pas juste pour dire, ouais, je me la coule douce en business class, wouhou, pendant que vous galérez à développer vos business. Non, je voulais surtout pas qu'elle se dise ça et c'est pour ça que j'en avais honte. J'avais pas envie de créer de la frustration chez elle et en même temps, je me dis, putain, Sandra, tu taffes comme une tarée, t'as accompli des trucs, il faut quand même que tu t'en rendes compte au bout d'un moment. Tu as le droit de faire passer ton billet en business class si tu as envie. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, je suis hyper gênée d'avoir fait cette story. Et Violaine, on en parlait tout à l'heure, elle me dit, mais en fait, Sandra, c'est OK. Tu as le droit. Et ça peut être inspirant aussi pour d'autres femmes. Mais je ne suis pas encore, pour répondre à ta question, je pense que ça évolue en fonction que tu fais évoluer ton business. Parce que le truc, c'est que si tu restes bloqué, ton chiffre d'affaires restera bloqué. Voilà. Et c'est le problème des femmes, c'est qu'on va se dire, quand on lance... par exemple, quand j'ai lancé mon business, je me suis dit, si je fais un chiffre d'affaires de 5 000 € par mois, c'est extraordinaire. Alors que les mecs qui vont lancer un business, ils vont se dire, si je fais un chiffre d'affaires de 50 000 € par mois, ça sera extraordinaire. Vous voyez le mindset qu'ils ont, pour la plupart, comparé à nous quand on se lance. Et c'est pour ça que souvent, on peut être plus lente. Mais du coup, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail du quotidien. Et plus tu gagneras d'argent, plus tu vas apprendre à être OK et plus tu gagneras d'argent. Et moi, c'est vraiment mon goal. Plus je veux apprendre à vivre avec cet argent. Pas le spend et montrer à tout le monde, regardez, je gagne plus d'argent. Mais en fait, je m'en fous. Moi, perso, c'est pas mon but dans la vie. Et c'est juste de dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais peut-être pouvoir créer un événement plus fort, qui aura plus d'impact. Dans l'académie, on va pouvoir améliorer encore plus l'expérience. On va pouvoir avoir plus d'impact. Je vais peut-être pouvoir voyager davantage pour aller interviewer des femmes dans le monde entier. C'est là-dessus que je me concentre, tu vois. Qu'est-ce que l'argent va me permettre de faire? Comment voir l'argent comme une énergie et non pas comme quelque chose finalement de négatif, comme un but en soi, etc. Moi, je veux pas m'enterrer avec tout mon argent. Tu vois, c'est pas mon but dans la vie, quoi. Mais je pense qu'il faut pour gagner plus d'argent et pour mieux vivre de son activité, il faut être OK avec ça et c'est OK aussi de pas être OK et de se dire OK, je suis pas OK là, donc je vais faire le travail nécessaire pour être davantage OK avec le fait de gagner plus d'argent, mais faites-le le plus tôt possible parce que c'est ça qui nous freine. Vraiment. Des fois, on n'en a pas conscience, mais on n'est pas prête. Moi, je sais que j'étais pas prête à gagner de l'argent. Vraiment, je m'auto-sabotais en fait. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu mets toute ton énergie dans tout ton écosystème, dans 80% des choses qui te font pas gagner d'argent? Roger m'a fait prendre conscience de ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, soignez ça le plus vite parce que c'est vraiment, vraiment un des freins majeurs chez les femmes entrepreneuses. Donc oui, et donc je me doute que vous avez tout un travail à faire avec ça. Pour revenir sur le personal branding, les filles, qui a déjà commencé à développer un peu sa personal brand?
Ok. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quand tu dis qu'est-ce que vous avez mis en place, c'est du point de vue visible pour l'audience Qu'est-ce que tu ou... fais pour développer ton personal branding? Alors, déjà, tous les jours, je m'accorde au moins 1 heure dans la journée pour me focus sur moi. Parce que mieux je me connais, mieux j'ai l'impression de pouvoir transmettre aussi. Je note, j'ai un petit cahier avec moi et je note tout ce qui me passe par la tête dedans. Ça Mais me donne... et concrètement, qu'est-ce que tu mets en place? Alors concrètement, je fais ça. Puis après, en fait, dans les moments où, par exemple, je fixe des moments de création de contenu, je vais reprendre mon calepin, je vais faire du storytelling dans mes stories. Je me suis beaucoup cherchée, pour être très honnête avec toi. Et puis, j'ai eu assez une grande révélation lors de la conférence du MAJ. Je l'ai dit d'ailleurs à Violaine, parce qu'en fait, les shorts que j'ai faits de la vidéo de la conférence, ça a eu vachement d'effet chez les gens. Donc, j'ai pas une grosse audience. Hein, j'ai 670 abonnés. Mais donc, même chez toi, d'ailleurs. ouais. J'imagine qu'à l'intérieur de toi, Ouais, ça a eu de l'effet mais aussi. ça a été vraiment un truc du genre, en fait, je me suis dit, c'est un peu égocentrique de dire ça, mais en fait, c'est quand je raconte ma vie que j'embarque les gens. Bien sûr. Et en fait, plutôt que d'essayer de leur donner de la valeur à travers des trucs que j'ai pensé en fait, j'ai décidé que j'allais raconter ma vie. C'est aussi pour ça qu'il y a eu l'idée du podcast, parce que c'est vrai que moi, pour la petite anecdote, ça fait 20 ans qu'on est en couple avec on est des amis d'enfance à la base. On a une relation que beaucoup de notre entourage voit comme exemple et modèle. Et puis, je me suis dit, en fait, autant que les femmes, autant que les hommes, vu que j'attire les deux. Et puis, lui, c'est à peu près la même chose, parce que lui, il vient de se lancer du point de vue réseaux sociaux aussi. Je me suis dit, on va créer un podcast où on va inspirer les couples, en fait. Parce que des fois, justement, il y a de la place à trouver sa place vis-à-vis de la vie de l'autre, des rêves de l'autre, etc. Enfin, bref. Et donc, tout ce que je mets en place, c'est ça, c'est vraiment... Donc toi, c'est plus storytelling. Ouais, ma Ok. force, c'est mon storytelling, vraiment. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu mets en place? Du coup, je viens de commencer, donc il y a 2 semaines, mon compte Instagram. Ah oui, Et, bravo. et du coup, là, je suis en pleine phase, pareil, de storytelling, où je me dis, en fait, tant qu'à galérer dans la création de ta marque, autant emmener les gens avec toi. Ouais. Et du coup, j'ai commencé par une vidéo où j'explique que j'ai tout plaqué. J'ai plaqué mon taf, ma famille, mes amis, et que j'ai décidé de vivre ma vie comme je la voulais, en fait, et de prendre le risque et de lancer ma marque. Et du coup, au fur et à mesure, je fais des vidéos où je crée mon logo, comment j'écris mon logo, etc. Et où j'embarque les gens avec moi, en fait. Donc, c'est aussi plus partie storytelling par rapport à mon parcours, quoi. Ouais, très bien. Donc ça, effectivement, c'est un axe qu'il faut utiliser, surutiliser. C'est-à-dire que, grosso modo, on a l'impression que c'est chiant et qu'on répète toujours la même chose, mais les gens adorent. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, le storytelling, raconter son parcours, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ce que j'ai créé. Ça, il faut le répéter sous plusieurs formes, les carousels, les réels, les machins, les facecam, les stories. C'est hyper important. On le fait vraiment pas assez, vraiment. Allez-y, répétez-le, racontez l'histoire sous différentes formes, soyez plus dans l'émotion, mettez-y vraiment du cœur quand vous allez réaliser votre post, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a vraiment une vraie histoire. C'est pas juste je raconte une histoire pour vous faire pleurer et pour vous mettre la larme à l'œil. Non, racontez avec vos tripes réellement ce qui s'est passé, mettez des photos moches. Moi, je mets des photos où je suis moche dessus, où j'ai l'air fatiguée ou machin, parce que c'est la réalité de ce qui s'est passé. Je suis pas juste là à faire mes trucs, les conférences et machin. C'est pas ça la vraie histoire. Donc ça, c'est un vrai point, c'est un vrai axe, mais il n'y a pas que ça. En fait, quand j'ai lancé, moi, les locomotives, je me suis dit, OK, il faut que je raconte mon histoire. Donc, j'ai commencé à la raconter. Mais je me suis dit, il faut aussi que je montre l'image de ce côté chef d'entreprise que je veux être et que je veux atteindre. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à avoir cette image, mais qui n'était pas totalement la réalité du départ. Et c'est pour ça que les gens pensaient que je faisais déjà des milliers d'écoutes les 2 premières années où j'ai lancé le podcast, mais pas du tout. Mais c'est juste que le personal brand que je créais était déjà dans mon futur. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je visualise les choses. Et je pense que c'est beaucoup ce truc c'est ce qu'on disait à la conférence, fake it until you make it. Moi, perso, j'y crois à fond. C'est pas parce que t'es pas déjà là où tu veux être que c'est pas important ce que tu fais, que c'est pas important ce que tu as à dire, que tu n'es pas importante. Tu es importante pour toi, tu es importante pour les personnes que tu as accompagnées. Et même s'il y en a 10, c'est génial. Donc, je pense qu'il faut aussi ne pas avoir peur de se montrer, de sortir cette puissance, j'aime bien employer ce terme, qu'on a envie de montrer, c'est OK en fait. Et c'est tout ce rapport à la légitimité. Oui, je suis légitime de prendre des photos de moi en costard, de faire des vidéos un petit peu plus haut de gamme, machin, etc. C'est pas forcément des petites vidéos où on est chez soi, machin, parce qu'on a 600 abonnés, etc. On s'en fout en fait. On peut agir comme une chef d'entreprise qui a 500 000 abonnés, même si on en a 600. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je pense que c'est ça
qui m'a permis en partie de sortir du lot. C'est que dès le départ, j'agissais déjà comme si j'étais leader de mon marché alors que je ne l'étais pas. Et donc, tout le monde imaginait que je faisais un chiffre d'affaires de malade, que mon podcast, il avait des écoutes de dingue, jusqu'à ce que j'arrive là où je veux y arriver. Mais au départ, c'était pas le cas. Au départ, je commençais comme tout le monde, mais je savais déjà, j'avais mis une vision très claire, c'est pour ça que je vous ai demandé ça, les filles, quel chef d'entreprise est-ce que tu veux devenir ? Et pour moi, il faut que tu commences à agir maintenant comme la chef d'entreprise que tu veux devenir. Et si je n'étais pas invitée sur des conférences, c'est pas grave, je vais l'organiser moi, la conférence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est aussi ça le personal brand, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que du storytelling, c'est pas que raconter ses histoires, il y a aussi plein d'autres choses. Si t'es pas invité sur des conférences parce que personne te connaît pour l'instant, pas de problème, organise ton événement. Il y a toujours des solutions. Organise ton événement et qu'est-ce qui va se passer ? Grâce à l'événement que tu vas organiser, moi le premier que j'ai fait, on était 35. Très bien. Et grâce à ça, tu vas commencer à te faire connaître et comme par hasard, on va commencer à t'inviter parce que tu t'auto-donnes de la visibilité. Participe à des événements d'entrepreneuses comme vous faites aujourd'hui. C'est super. Toi, ça te permet de prendre la parole et de te faire connaître. Pareil pour toi, pareil pour toutes celles qui prennent la parole aujourd'hui. C'est hyper important d'aller dans des événements. Après, moi, c'est un truc que je fais pas trop parce que c'est un peu bizarre, mais en France, les événements qu'il peut y avoir, surtout par exemple dans le sud de la France, moi j'habite sur la Côte d'Azur, c'est un petit peu réducteur, je trouve. Enfin, c'est pour ça que j'ai tout de suite arrêté, parce qu'en fait, je voulais surtout pas avoir une image de la région. Je veux pas représenter la Côte d'Azur. Enfin, perso, surtout pas. Je voulais être l'opposé. Je voulais représenter la France. Et donc, c'est pour ça que souvent, on m'a demandé comment t'as fait, toi, Sandra, pour qu'on te voie comme une entrepreneuse du pays, enfin de la France, et pas comme une entrepreneuse du Sud. Parce que ça aussi, c'est dangereux, les filles. Bon, vous habitez à Dubaï, c'est différent. Mais pour les filles qui habitent en France, en fait, il y en a beaucoup qui vont être vues comme une entrepreneuse de telle ville, d'Angers, une entrepreneuse de la Côte d'Azur, une entrepreneuse de tel endroit. Et ça, en fait, c'est hyper réducteur. Sauf si c'est ton objectif de devenir incontournable dans ta région, si c'est sa vision, c'est très bien. Mais si ton objectif, c'est de devenir une entrepreneuse qui a un impact sur la France entière, qui est associée à Paris, qui est même peut-être associée à l'international, si tu commences comme ça, malheureusement, c'est complètement... c'est pas en lien, en fait, avec l'objectif que tu as. Donc ça aussi, c'est un danger. Donc les événements, très bien. Vous, à Dubaï, c'est génial, parce que c'est déjà tellement international que peu importe les événements dans lesquels vous allez, c'est super. Mais je pense qu'il faut en faire, mais qu'il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est celui-là que je dois faire ? Ça aussi, c'est un autre point. Ensuite, est-ce que vous utilisez LinkedIn, les filles, ou pas encore ? Toi, oui. Toi, pas encore. Ça vous fait peur, LinkedIn ? Ouais, hein. C'est souvent le problème de ce réseau social. Mais c'est vrai que c'est important aussi. Il n'y a pas que Instagram, il n'y a pas que TikTok, il y a LinkedIn. Et LinkedIn, les filles, moi, personnellement, je ne trouve pas forcément des clientes sur LinkedIn. J'ai pas forcément, même si potentiellement j'en ai plusieurs qui me suivent et sur LinkedIn et sur Instagram, c'est pas ici qu'on va aller chercher des prospects. Par contre, LinkedIn, c'est grâce à LinkedIn et la posture que tu vas avoir qu'on va te proposer des podcasts, qu'on va te proposer d'intervenir dans des événements, qu'on va te proposer d'aller sur tel et tel média. C'est grâce à LinkedIn en partie que vous allez avoir ces opportunités-là. Parce que LinkedIn, contrairement à Instagram, qui, c'est un petit peu plus authenticité, proximité, et c'est cool, c'est génial Instagram pour ça. LinkedIn, tu assois ta posture. Tu montres que tu as de l'expertise et tu développes ta crédibilité auprès de ton audience. Et en termes de création de contenu sur LinkedIn, tu postes quoi par exemple ? Sur LinkedIn, est-ce que c'est vraiment du coup différent, j'imagine, d'Instagram ? Est-ce que tu vas être plus dans la rédaction type un peu plus formelle, quelque chose comme ça ? Oui, exactement. En fait, j'ai déjà fait le test d'ailleurs, très bonne question, j'ai déjà fait le test de poster exactement la même chose sur LinkedIn et sur Instagram, même si j'en fais un carrousel ou je transforme le truc, ça marche pas. Et en fait, LinkedIn, c'est plus de rédaction. Donc moi, perso, j'adore écrire, c'est quelque chose qui me dérange pas, mais tu es plus dans la rédaction émotionnelle, donc plus dans le copywriting. Et il faut quand même faire... Moi, je pars du principe qu'il faut faire attention parce que j'ai envie d'avoir justement cette idée de « Ok, où tu te vois Sandra dans 5 ans ? Ah ok, je suis là, je vais écrire comme la nana qui est déjà là. » Donc, même si je reste très authentique et je garderai toujours ça, peu importe où mon aventure m'emmène, ça me tient à cœur, je suis moi et je resterai celle que je suis, même si j'essaie de dire un peu moins de gros mots que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, je dis beaucoup de gros mots. Donc ça, c'est la seule chose auquel je fais attention. Mais je pense que LinkedIn, il faut écrire, donc tu peux raconter ton histoire, il n'y a pas de problème, mais tout en ayant vraiment cette écriture qui soit quand même juste et émotionnelle. Il y a quand même beaucoup de copywriting et il y a beaucoup de code. Tu vois, par exemple, LinkedIn, tu as quand même la phrase hook de départ.
Donc ça, je pense que vous le savez toutes. Tu fais une phrase et ça doit être hyper percutant. Par exemple, je vous prends un post que j'ai fait il y a pas longtemps. C'était quoi déjà? Mince, je sais plus, la phrase était pas mal. On dirait enfin, je sais plus ce que j'ai écrit, mais c'est par rapport à mes vacances. J'ai écrit un truc du style vous avez peut-être l'impression que j'ai adoré mes vacances, mais je les ai détestées. Mais c'était encore mieux écrit. Enfin, c'était vraiment une phrase, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a envie de dérouler le post pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces vacances. Ne sous-estimez pas la photo que vous allez mettre sur vos posts. Hyper important. Moi, j'ai trop souvent sous-estimé la photo. En fait, la photo que vous allez choisir sur vos posts, il faut limite jouer. Il y a des nanas, des créatrices de contenu LinkedIn, elles font la photo en fonction du post qu'elles vont écrire. Ce que je ne fais pas, mais je pourrais le faire. Mais grosso modo, si vous parlez de burn-out, mettez limite une photo de vous en PLS, en noir et blanc, où vous regardez Enfin voilà, il faut vraiment que ça soit vraiment dans le jeu du texte que vous allez écrire. C'est hyper important. Si vous parlez d'avenir, mettez une photo de vous qui regarde l'avenir. Si vous parlez du fait que vous êtes débordé en ce moment, n'hésitez pas à mettre une photo de vous comme ça, les mains sur votre bureau avec toutes les feuilles éparpillées sur le bureau. C'est aussi un peu du théâtre finalement. Enfin, c'est de la mise en scène. Plus ton post va être mis en scène avec ta photo, plus il va avoir de chances de cartonner. Dans le post LinkedIn, c'est pareil. Il faut que ça soit aéré. Il faut faire des phrases très courtes. Ça, c'est du copywriting aussi. C'est des posts qui apportent de la valeur. Bien sûr. C'est les deux. Franchement, c'est autant des posts qui apportent de la valeur. Moi, je vois des créateurs qui font du contenu qui apporte énormément de valeur. Moi, perso, ça marche pas. Quand je fais un contenu qui apporte que de la valeur, je sais que les gens réagissent moins. Par contre, quand je fais un contenu storytellé, et où j'en tire des leçons, où c'est là où je vais apporter de la valeur, ça marche très bien. Mais des contenus full valeur, par exemple, les 10 clés, non, ça marche pas du tout. Mais il y en a pour qui ça marche excellemment bien. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller sur LinkedIn. Au début, j'avais peur et j'ai eu une bonne raison d'avoir peur parce que je me suis fait un peu... je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais fait un post sur la théorie du bourdon qui est dans le livre de... comment il s'appelle Fous-toi la paix de Fabrice Midal. Bref, la théorie du bourdon qui explique que le bourdon ne devrait pas voler parce que ses ailes sont trop petites, elles ne sont pas censées supporter son gros corps. Théorie, personne ne sait si c'est réel ou pas. Bon, bref. Et du coup, j'avais posté ça sur LinkedIn, le post cartonne, et là, un groupe, évidemment, d'hommes viennent s'acharner sur mon post. Non, mais cette théorie n'a jamais été prouvée, supprimez votre post. J'ai fini par le supprimer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? LinkedIn, c'est effrayant, en fait. Et j'ai arrêté d'y aller pendant genre quelques semaines, et je suis revenue. Et c'était OK. Et j'ai eu des moments super bienveillants où des gens sont venus me donner plein de conseils et tout. Mais j'ai eu ce truc qui a confirmé, tu vois, le doute que j'avais sur LinkedIn. Mais pour moi, allez sur LinkedIn et prouvez votre expertise. Ça permet vraiment de prouver son expertise et de prouver que vous êtes crédible. Vraiment. Plus vous allez avoir d'impact sur LinkedIn, plus votre audience, ça va valider, en fait, crédibilité. OK, Sandra, elle a, je sais pas, plus de 10 000 abonnés, elle est de plus en plus crédible. C'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. LinkedIn, si ton post il est bien, il peut pas. Enfin, moi, j'attends toujours qu'un de mes posts Instagram parte viral, alors que ça fait des mois que je publie. LinkedIn, mon deuxième réel, il a fait 170 000 vues. Et genre, j'étais choquée. En plus, j'étais au bout de ma vie parce qu'il n'y a plus rien qui partait. J'étais là, je sais plus quoi dur, dire. Ça, c'est vraiment dur. Enfin, à part ça, les réseaux sociaux, petite parenthèse, c'est un sacré exercice de dev perso en soi. Mais vraiment, je balance puis je dis. Ah ok, donc c'est vrai, ça existe les posts viraux. Il n'y a pas de gens qui payent derrière, c'est vrai. Mais tu vois, pour te donner un exemple, sur la même période de temps, avec le même rythme de publication, sur LinkedIn, j'ai fait 400 abonnés entre mon compte perso et le compte de Shine, qui est mon programme. Donc 400 abonnés. Ça m'a ramené 3 leads, très honnêtement. Par contre, sur Instagram, j'en ai fait 50 et ça m'a ramené 1 lead. Donc ça peut aller plus vite aussi. Donc, ça fait du bien, en fait, aussi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais après, je te laisserai poser ta question. Mais c'est aussi, il faut bien se dire que, par exemple, 10 000 abonnés sur LinkedIn, c'est cool. C'est pas comme sur Instagram. Les règles ne sont pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, les créateurs de contenu sur LinkedIn qui ont 100 000 abonnés, c'est énorme.
Je pense que ça, vous le savez, mais c'est vraiment énorme et c'est pas simple. Toi, ton post, il a cartonné. Moi aussi, j'ai des posts qui, des fois, partent viral. C'est pas toujours le cas et c'est OK. Et mine de rien, ça prend du temps et de l'énergie. Moi, je sais que je suis pas du tout régulière sur LinkedIn parce que je me focus sur ce qui fait fonctionner mon business, donc Instagram. Mais je suis pas du tout régulière. Je manque de régularité, mais c'est tout comme Instagram. Si t'es pas régulière, tu vas avoir plus de mal à obtenir des abonnés et c'est plus long quand même. Pour avoir une grosse communauté. Mais allez-y parce que c'est super bien accueilli. Vous savez quand même qu'il y a 2 ans, le nombre de personnes inscrites sur LinkedIn, enfin le nombre de personnes qui étaient actives et qui étaient inscrites sur LinkedIn, ça représentait 1%. Il y avait seulement 1% des gens inscrits sur LinkedIn qui étaient actifs sur LinkedIn et qui créaient du contenu sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du coup de la marge de manœuvre qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut vite quand même prendre de la place sur LinkedIn, ce qui n'est pas le cas d'Instagram. Instagram, on est beaucoup plus nombreux à être sur Instagram et à utiliser, à créer du contenu sur Instagram. Donc c'est ça qui est intéressant aussi sur LinkedIn, c'est qu'on n'est pas encore... Bon là, le chiffre doit plus du tout être à 1%, mais on n'est pas encore à 10%. Il y a encore vachement de place. Et on peut vite, du coup, pop-up et avoir des posts viraux auxquels on ne s'attend pas forcément. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc commencez dès maintenant, parce que dans 2 ans, il y aura 2 fois plus de monde. Donc toi, par exemple, quand tu fais des recherches pour interviewer des personnes, tu vas voir leur profil LinkedIn automatiquement? Non. Non. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est pas le même process. Moi, tu veux dire pour mes podcasts, hein, pour les Quand tu invitations recherches podcast des personnes à interviewer, j'imagine que tu vas voir leur compte Instagram ou que tu les connais potentiellement au préalable. Est-ce que tu vas observer aussi ce qu'ils postent sur LinkedIn? Pas forcément. En fait, la manière dont je fonctionne, c'est très intuitif. Ça passe ou ça passe pas. Je peux pas interviewer quelqu'un si intuitivement ça m'attire pas. Tu vois, c'est comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je fonctionnerai toujours comme ça parce que jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt bien réussi. Mais la nana, elle peut avoir des tonnes d'abonnés. Je ne suis pas du tout en phase avec ce qu'elle dégage parce que c'est souvent une idée de valeur. J'aime les gens humbles, j'aime les gens modestes. Alors, il m'est arrivé d'avoir des invités où, clin d'œil, où c'était pas forcément... Voilà, c'était pas ça, mais on a des petites erreurs de parcours. Mais c'est très intuitif. Je peux pas t'expliquer en fait. Tout le monde me demande comment tu fais, etc. Et ouais, c'est très intuitif. Alors maintenant, j'ai une assistante qui m'aide à aller trouver des profils et elle sait comment je fonctionne, donc elle trouve en général des bons profils. Et puis il y a aussi l'histoire, bien sûr. Si le parcours, j'adore, j'y vais direct. Il faut que j'ai le truc. Voilà. Mais non, je vais pas forcément voir sur LinkedIn. Non. Par contre, je vais voir son compte Instagram direct. Parce que mine de rien, Instagram, je trouve que tu arrives vachement mieux à voir qui est la personne que sur LinkedIn, où tu es justement dans cette construction d'images, dans cette construction, dans cette assise de ta posture, etc. Et ça ne reflète pas forcément la réalité, je trouve. Instagram, tu vois quand même beaucoup plus qui est la personne, je trouve, puisque tu as cet aspect plus authentique. Voilà. Donc voilà, par contre, tes clientes, elles vont aller voir sur LinkedIn. Parce qu'avant d'acheter, je pense qu'elles ont besoin de savoir si elles peuvent avoir confiance en toi, surtout si tu leur dis que tu vas changer leur vie, tu vois. Est-ce que c'est vrai? Pour combien de femmes elle l'a fait? Quel est le résultat qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi ses opinions? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Qui sait, en fait? Est-ce qu'elle a l'expertise? Est-ce qu'elle-même, elle est passée par ça? Tu vois, on va aller chercher à comprendre un petit peu plus qui est la personne, mais pas juste qui elle est en costard sur Instagram, tu vois. Même si ça aussi, mine de rien, ça va aider, on va pouvoir s'associer à elle, etc. Mais on a besoin de savoir si on peut lui faire confiance. Par exemple, il y a aussi un truc qui est important, cette idée de passer dans les magazines. Moi, c'est une des premières choses que j'ai faites. Donc, j'ai fait cette fameuse campagne presse. Et tout le monde m'a dit « Waouh, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Tu as dû avoir plein de clients d'un coup. » Zéro, que dalle. Par contre, c'est génial parce que ça aussi, les filles, c'est du personal brand. Si tu es capable sur ton site internet de dire moi, attends, on m'a vu dans Cosmopolitan, Elle, BFM, je suis passée sur tel plateau télé, France 3, ta. Mais ça aussi, ça va t'aider à venir développer ton personal branding. Je sais pas si ça vous arrive, mais je reçois de temps en temps soit des DM, beaucoup de DM sur Insta, soit de temps en temps des emails aussi, de gens qui démarchent maintenant pour justement proposer des prestations de PR, pour nous mettre dans des magazines, des trucs comme ça. Voilà, faut payer. Ne payez pas, jamais. Et voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression que maintenant, à titre personnel, quand je vois quelqu'un qui met oui, j'ai été dans entrepreneur, j'ai été dans machin, je me dis oui, en fait, t'as payé. Non. Voilà. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça salit vachement Alors, l'image. ça dépend.
Tu vois Si effectivement elle a Enfin, 100 pas ça. followers et qu'elle est dans Forbes, on peut se poser la question. Oui, voilà. T'as payé 3000 Toi, t'as payé. Voilà. Ouais, Et mais avant, c'était peut-être bien. Enfin, je pense qu'avant, c'était un peu plus authentique toi, quand tu l'as fait, je pense. Ah, mais moi, je ne paierai jamais. C'est là, la ces règle. dernières années, À chaque fois, on me demande, ah, mais t'as payé. Parce que là, j'étais sur BFM ce mois-ci. Ah, t'as payé pour aller ça? Mais jamais. C'est ma règle numéro 1. Je ne paierai jamais. Par contre, la question que je me pose, comment je peux faire du bruit et me faire remarquer pour qu'on vienne me chercher? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Parce que si tu payes 3 000, 10 000 balles pour être dans un magazine, en fait, malheureusement, les filles, c'est ça aussi, attention au personal branding, ça aura l'effet inverse. Ça va venir dégrader ton personal branding. Les gens savent. Les gens savent. Voilà. Elle a payé. Et donc, du coup, ça fait cheap. Parce que, du coup, elle a payé. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas sa place. C'est ça le raccourci que tes prospects vont faire. Donc, pour moi, ne faites jamais ça. Mais jamais, du coup, c'est dégueulasse pour ceux qui ont fait le taf, quoi. Comment? C'est dégueulasse pour ceux qui ont fait le taf. Comme toi, t'as fait le taf, t'as attiré les gens à toi. Ah non, moi, et toi, non. Ouais, mais du coup, c'est... C'est le jeu. C'est le jeu. T'as quand même payé. Jamais. Pour faire une campagne presse. C'est quoi la campagne presse? Alors, une campagne presse, en fait, tu fais appel à une entreprise dont c'est le métier. Ils vont créer pour toi un kit média. Donc, ils vont dire, bah voilà, Sandra, elle a créé le podcast, voilà son parcours, ils vont mettre les jolies photos. En fait, c'est un espèce de PDF, pour parler voilà, c'est concrètement. C'est un kit média. Et tu ne sais pas créer un kit média toute seule. Tu ne sais pas quel chiffre il faut mettre en avant, tel nombre d'écoutes, les parcours, les mots, l'histoire, comment la raconter. C'est aussi du copywriting. Moi, je ne savais pas faire. Et donc, ils vont créer ce kit média pour toi, sur ton histoire, ce que tu fais, ce que tu proposes, quelle est ta mission. Ah bah, elle a créé un podcast pour inspirer les femmes, elle interviewe des femmes qui ont osé lancer des projets audacieux, etc. Ils racontent cette histoire pour toi, ils te mettent en avant et ensuite, ils envoient ce kit média à 2000, 3000 journalistes en France. OK ? Et ensuite, ces journalistes-là, s'ils sont intéressés par ce que tu as raconté, ils te contactent. Par contre, tu peux avoir 0 retour, ils te préviennent. Hein. Ok, donc ce que tu as payé, c'est la construction de ton kit média, on va dire. Exactement. En fait, ils te font un kit média et ils font. Moi, j'ai pas le contact des journalistes. Enfin, tu vois, à qui t'écris pour passer dans un magazine. J'en sais rien, moi, je sais pas. Tu vois. Et après, ce qui est intéressant de savoir, si jamais vous êtes intéressé de faire une campagne presse, déjà, je vous donnerai le contact si ça vous intéresse de la maison d'édition, là, parce qu'ils sont super. Je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, s'ils sont encore là-dedans, mais je pense que oui. Et ils sont très accessibles. Ce qui est génial aussi, ce qui est génial, avant de faire une campagne presse, les filles, parce que j'en ai fait d'autres qui n'ont pas du tout marché, c'est de vous poser la question, est-ce que j'ai une nouveauté à proposer ? Moi, ce qui était génial, c'est que mon podcast était tout nouveau, personne ne le connaissait, donc ça apportait de la nouveauté aux journalistes. Les journalistes, ils veulent faire découvrir quelque chose de nouveau à leurs audiences. Donc là, c'était parfait, super, un podcast sur les femmes, à l'époque, il n'y en avait pas trop encore. Bon, bah super, ils ont matière à faire un article. Mais il faut quand même vous poser la question, qu'est-ce que j'ai à leur proposer ? C'est pas juste coucou, j'ai un compte Instagram, voilà. Non. C'est pour ça, par exemple, toi, tu sors un nouveau produit demain, génial. Je sais pas si tu as déjà fait des campagnes presse, mais tu vois. En fait, j'ai l'impression que c'est plus compliqué ici. Enfin, on en a fait un sur Dubaï Madame, mais du coup, c'est un journal français. Mais sinon, tous les gros trucs, Love in Dubai, etc., bah, c'est vrai qu'il faut payer à chaque fois. Et justement, bah, nous, on s'était dit, on n'a pas envie de donner cette image où en fait, on paye pour aller sur un journal ou un... T'inquiète pas que le jour où tu seras successful et que ta marque sera là où tu veux être, etc., c'est eux qui viendront te chercher. Tu vois ce que je veux dire ? Ils diront, non mais attends, cette marque, on la voit partout. C'est qui cette jeune femme ? Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que la question à se poser, c'est comment je peux faire pour aller dans ces magazines sans qu'ils me demandent de payer et qu'ils viennent me chercher ? Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui demandent à payer ici. Après, je sais pas, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne à Dubaï, genre littéralement, et que c'est le seul moyen d'être dans des magazines, je sais pas. C'est comme les followers, par exemple. Ici, tout le monde fait hyper gaffe. Enfin, j'imagine en France aussi, mais ici, c'est encore plus. Tout le monde fait gaffe à ton nombre de followers. Et c'est vrai que, en fait, par exemple, nous, on le voit dans le matcha, il va y avoir 10 marques de matcha qui vont sortir dans le mois. Et ils ont tout de suite 40 000 followers. Bon, après, ils se cassent la gueule 2-3 mois après. Mais en fait, tout est acheté. Ah, non, et nous, nul. en fait, on a essayé de... Bah non, on n'a jamais Ouais. fait. Nous, par exemple, on a fait vraiment de manière organique. Et donc, forcément, ça prend plus de temps parce que ici, les gens prêtent vraiment beaucoup attention au nombre de followers. En fait, les gens ici sont prêts à dépenser beaucoup leur argent, mais pour des gros trucs. Ouais, pour... D'accord. Ils sont très matrixés par les chiffres. Je pense que nous, dans l'entrepreneuriat français, on a peut-être évolué là-dessus dans les dernières années. Il y a quelques années, on était encore un peu matrixé par le nombre de followers, le nombre de likes. Et petit à petit, on a commencé à comprendre que beaucoup de gens achetaient tout ça et qu'en fait, c'était plus l'engagement qui comptait. Même maintenant, les plateformes comme Instagram commencent à évoluer là-dessus, commencent à mettre davantage d'efforts sur les commentaires, sur les partages, les choses comme ça. Bien sûr.
Mais c'est vrai que pendant des années, c'était très les likes, les followers. Et à Dubaï, c'est vrai que j'ai l'impression que tout de suite, une marque, elle va avoir, comme elle a dit, 40 000 followers d'un coup. Ça fait un mois qu'elle existe, elle a 40 000 followers. Et par contre, sur ses posts, elle a 2 likes. Voilà. Mais ça, pareil, pour ton personal branding, les filles, si vous avez 100 000 abonnés mais que vous avez 10 likes, mais c'est l'enfer, c'est un suicide, vous vous auto-suicidez, là, c'est de l'auto-sabotage. Donc ne faites pas ça. Et en plus, c'est super le personal branding, etc. Mais notre focus premier, ça doit être quand même sur la rentabilité de notre business. Et moi, ça a toujours été mon focus je m'en fous d'avoir 100 000 abonnés. En fait, ce que je veux, c'est que ma boîte, elle soit rentable. Et que les filles qui me suivent soient intéressées par ce que je fais et potentiellement convertissent et deviennent des clientes. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir un petit compte hyper engagé. Moi, je connais des nanas qui ont des petits comptes. Les nanas, elles font 1 million de chiffre d'affaires. Il faut arrêter de penser que 100 000 abonnés est égal à énorme chiffre d'affaires. C'est totalement faux. Et ça va vous desservir. Si demain, nous, personnellement, jusqu'à présent, on développe notre entreprise de manière uniquement organique. Là, on a commencé à tester, à faire des publicités. J'ai pas du tout aimé. Ça m'a rapporté 100 leads, un truc qui sert à rien. Donc pour l'instant, je suis pas encore. Je sais qu'on va atteindre un plafond de verre et qu'on va devoir y aller, mais franchement, essayez de mettre tout en œuvre pour justement créer du contenu qui vous permette de développer votre entreprise de manière organique. Pour parler du personal branding aussi et des différents aspects de communication qu'on peut créer, ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question, OK, donc je développe ma personal brand, je raconte mon histoire, les gens peuvent faire des transferts sur moi et donc commencer à m'aimer, à vouloir commencer à me suivre, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire justement pour leur donner envie de me suivre? Parce que ça, c'est important. En fait, moi, je pars du principe que ta communauté, elle doit jamais s'ennuyer. Ce qui m'épuise du coup. Moi, je suis épuisée du coup. Mais à force de les distraire. Mais en fait, c'est toujours cette idée de OK, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils ne s'ennuient pas? Alors là, il y a plein de choses. Premièrement, donc il y a eu cette idée de podcast. Très bonne idée de sortir un podcast. Très bonne idée. Moi, c'est comme ça que j'ai lancé mon business. Aujourd'hui, les gens font l'inverse. Ils lancent leur business, ensuite, ils créent un podcast. C'est aussi très bien. Par contre, il ne faut pas qu'ils s'ennuient parce que moi, mon podcast, il a 4 ans. Donc, on s'est posé la question justement cette année, comment je fais pour que mon podcast continue à hyper les gens, à être séduisant, à attirer et tout de belles invités, à attirer une belle audience. Bon, il va falloir revenir dynamiser tout ça. Donc, c'est toujours se poser cette question-là, les filles. En fait, quand on est entrepreneuse, c'est je lance ça, maintenant, comment je peux faire pour venir le redynamiser, l'améliorer, le rendre plus attrayant, etc. Et du coup, le podcast, on a refait tout l'univers. Maintenant, on a un décor dans un studio à Paris. On a refait le jingle, on a refait le branding. Parce que forcément, au bout d'un moment, ton truc, il va faire comme ça et il va mourir. Donc, l'idée, c'est qu'il ne meure pas. C'est aussi de rester constante et de leur apporter de la nouveauté. Ensuite, c'est de se poser la question, comment je peux me démarquer? Donc, tu peux créer ton podcast. Tiens, sur la chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, nous, on a créé Sandra in Paris, Sandra in Dubaï. Donc, certes, on n'a pas inventé le nom. C'est tiré de Emily in Paris, mais c'est pas grave. On n'invente pas la roue. Hop, au lieu de créer juste daily vlogs, on va l'appeler Sandra in Paris. C'est sexy, c'est séduisant. Ça fait des petits, comme une petite série Netflix qu'on a envie de suivre. Et puis, c'est cool. C'est notre petit truc à nous. C'est toujours, moi, je me pose toujours la question, comment je peux faire pour que le concept que je crée m'appartienne et soit mon truc à moi? Parce qu'en fait, les choses que vous allez créer et qui vont devenir vos petits concepts à vous, c'est ce qui va faire que c'est vous. Et c'est pour ça qu'on va avoir envie de vous suivre. On a lancé aussi le concept de 24 heures dans la vie d'une locomotive. Nous, notre branding, c'est tout autour du champ lexical locomotive, du coup, forcément, vu que le podcast s'appelle Locomotive, l'académie s'appelle la Locomotive Academy. L'événement, le challenge de 3 jours gratuit qu'on crée, qu'on organise, s'appelle le Wagon Express. Enfin, tout est autour. On a décidé de jouer le jeu à fond. Mon podcast, le studio, c'est le Wagon Bar. Enfin, voilà. C'est bien aussi ça, parce que ça vous permet de créer votre propre univers. Personne va avoir un autre studio que vous qui s'appellera le Wagon Bar. Enfin, c'est personne, en fait. Ça sera votre truc à vous. Alors que tout le monde crée des podcasts. Mais trouvez ce qui va faire la différence. Et c'est là où la communication, elle est hyper importante. Votre créativité. N'hésitez pas à faire en sorte qu'elle soit exacerbée. Moi, je sais que depuis que je suis entrepreneuse, ma créativité, elle est explosive. Et la force aussi, c'est de se dire, OK, j'ai une idée. Par contre, mettez-la en action immédiatement. Sinon, vous ne le ferez jamais. Jamais. Les lancements qu'on a fait, là, par exemple, pour le podcast, pour renouveler la DA, on est parti sur un délire. Moi, j'ai refait mon générique en faisant un générique animé, je ne sais pas si vous l'avez vu, basé sur, comment elle s'appelle, Une nounou d'enfer. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes peut-être plus jeune que moi. Oh, ça va, hein. Voilà. Et du coup, on a refait un générique moderne basé sur l'idée d'une nounou d'enfer. Et c'est ça, en fait. OK, tu as une idée, très bien, mets-la en place. Direct. Trouve la personne qui va pouvoir t'aider, fais-le et va au bout de ton idée. Et ça a été génial, ça a été un super succès. Le Wagon Express, c'est l'événement immersif qu'on crée pour justement attirer des prospects. Donc, elles passent 3 jours avec nous en virtuel, bien sûr. On va les accompagner sur cette idée de comment trouver ta voix, comment passer à l'action, etc.
Et après, l'idée, c'est que tu fais une masterclass finale et tu viens proposer tes services, ouvrir les portes de la Locomotive Academy. Bon, bah là, on s'est dit, au lieu de faire des challenges comme tout le monde fait, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, challenge 3 jours, 5 jours, tout le monde le fait. Ok, très bien, tout le monde le fait. Comment je fais? Posez-vous toujours la question. Tout le monde le fait, alors comment moi je vais faire pour venir me démarquer des autres? Ok, allez, on va partir sur un truc wagon express, voyage immersif, on va créer tout un univers, on va changer de plateforme, on va plus utiliser Slack, on va machin. Très bien, et ben voilà, tu as réussi, tu as trouvé comment tu vas faire pour te démarquer. Et c'est comme ça qu'on fait tout le temps. Le process, il est toujours le même. Et ça cartonne. Enfin, le lancement qu'on a fait, c'était ouf, quoi. En 24 heures, il y avait déjà 500 nanas inscrites. C'était complètement dingue. Et c'est là où, du coup, vous allez être très forte en acquisition. Nous, on est très forte en acquisition de leads parce qu'on est très forte. Là, j'exagère un peu pour que vous compreniez le message, parce qu'on est très forte en communication. Beaucoup d'entrepreneurs sont très bons en conversion, très mauvais en acquisition. Et du coup, ils doivent faire des ads. Du coup, leur boîte, elle fonctionne avec le moteur publicité. Et moi, je suis tout l'opposé. D'ailleurs, on m'a dit que j'étais une organique extrémiste parce que je fais partie de ces personnes qui veulent vraiment tout faire pour développer ma boîte le plus possible en organique. Parce que vous dépensez moins d'argent. Alors certes, plus d'énergie, hein, mais vous dépensez moins d'argent. C'est 10 fois plus rentable. Comment tu faisais au début, quand tu étais toute seule au tout début, quand tu as commencé? Oh, bien sûr. Et comment tu gérais tout ça? Parce que je trouve que la création de contenu, limite, c'est un job à temps plein, quoi. Enfin, ouais, c'est un job à temps plein. Ouais, moi, personnellement, ça m'a épuisée. C'est épuisant. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Et on voit quand il y en a qui viennent aux conférences, on voit, il y a toujours quelqu'un, une nana derrière, qui prend des vidéos et qui fait plein de trucs. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est rare de trouver les gens qui font tout seul. Du coup, comment non, mais je ne fais pas toute seule. Hein. Enfin, pas maintenant, mais à l'époque, comment tu t'organisais? À l'époque, je faisais tout toute seule. Bah ouais, à l'époque, tu gagnes pas un péco, de toute façon, donc tu vas pas aller payer Martine qui va dire... Quand tu monétises pas tout de suite. Ben non. Non, au début, tu fais tout toute seule, évidemment. Alors évidemment que c'est épuisant, mais il faut savoir mettre ton focus au bon endroit. En créant, concrètement, la création de contenu, c'est là où tu dois mettre ton focus. Si tu mets pas ton focus aujourd'hui dans la création de contenu, c'est que tu n'as pas compris. C'est obligatoire. Aujourd'hui, 80% du contenu qu'on crée est gratuit. Tu vois ? Par contre, c'est ce qui va permettre de faire ton chiffre d'affaires. Mais forcément que la création de contenu, il faut y passer du temps. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe, évidemment. Donc là, Estelle est venue avec moi, donc elle m'a aidée à faire une petite story. C'est pas du tout son rôle, mais... Après, on a eu un vidéaste aussi qui est oui, venu. On a eu un vidéaste qui nous a suivi une journée pour faire un vlog, pour faire le Sandra in Dubai numéro 2. Mais sinon, normalement, j'ai toujours une personne qui filme. Mais moi, ça me gêne un peu. Je trouve ça un peu ridicule d'avoir toujours une personne qui est là. Je suis là, c'est un peu gênant, tu vois. Mais du coup, à quel moment tu as délégué? À quel moment j'ai délégué? La première personne qui est rentrée dans les locomotives avec moi, c'était une community manager, c'était Léa, qui est toujours là, qui est une amie hein, aujourd'hui. De toute façon, toutes les filles qui bossent avec moi, c'est des cops, clairement. Enfin, c'est devenu... Enfin, je suis un peu une mama. Je les adore toutes. J'approuve. Très maternelle. Voilà. Mais donc c'est Léa qui est rentrée et qui m'a aidée à développer ma création de contenu parce que déjà j'étais pas forcément très bonne, tu vois. Les vidéos, moi je sais pas trop mon truc, les montages, les machins, je savais pas trop faire. Franchement, j'étais même mauvaise. Hein. Donc clairement, ouais, elle m'a aidée à développer mon compte Instagram. Par contre, avant de déléguer, je me suis formée moi-même aux réseaux sociaux. Je me suis formée à plein de choses, au marketing digital, aux réseaux sociaux. J'ai fait plein de choses qui m'ont permis de, moi, être déjà un petit peu plus experte avant de déléguer. Parce que si tu n'es pas du tout experte et que tu délègues à une CM et qu'elle fait n'importe quoi, malheureusement, niveau stratégique, c'est pas hyper intelligent. Donc, formez-vous d'abord un petit peu. Il ne faut pas forcément devenir une experte incroyable. J'ai jamais appris à faire du montage. On s'en fiche. Juste, je sais exactement quelles sont les meilleures stratégies aujourd'hui pour développer ton compte Instagram. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, mais ça veut dire que je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est Léa qui est rentrée au bout de... je sais pas, c'était quand même au début. Hein, franchement, je gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'avais compris qu'il fallait investir dans sa boîte. Et puis au début, forcément, ça coûte pas très cher non plus. Tu vois, elle commençait. Elle m'a envoyé un mail. Je me suis dit, très bien, vas-y, on la prend. Elle m'a pas coûté très cher et puis ça a très bien fonctionné. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à déléguer une petite partie dès le départ, même si ça nous coûte un peu d'argent. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire exploser votre business et vous de mettre votre focus sur ce qui va vous rapporter de l'argent, entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ces termes, mais bon, voilà, on n'a pas créé des associations. Et est-ce qu'à l'inverse, tu as délégué quelque chose où tu as eu du mal, où tu as eu peur de déléguer, par exemple, quelque chose que tu maîtrisais très bien? Oui. Oui, très bonne question. Oui, absolument. Je suis très dans le contrôle.
très très dans le contrôle, Estelle le sait. Je pense que c'est aussi une histoire de trouver les bonnes personnes. Je disais à Estelle encore hier que j'avais besoin d'avoir pas forcément les meilleurs avec moi, mais des personnes en qui j'ai confiance et limite que ces personnes-là montent en compétences. Par exemple, Léa, prenons l'exemple de Léa, elle est arrivée, elle était toute jeune, j'étais sa première cliente et clairement mon goal c'était de la faire monter en compétences à mes côtés et qu'elle devienne une des meilleures sur son marché. Aujourd'hui, elle a créé son école de création de contenu, tout le monde la veut, etc., mais elle prend plus de clientes. Et du coup, on a une autre CM qui, à cause de moi, elle a trop de clientes et du coup, elle peut plus prendre de clientes. Tu vois, c'est aussi ça d'avoir une équipe, c'est de te dire, je veux pas forcément la meilleure parce que j'ai pas le budget au début de me payer les meilleurs, mais par contre, on va faire en sorte toutes les deux ou toutes les trois qu'on devienne hyper fortes parce qu'en fait, c'est con, mais on va apprendre. Tu vas apprendre tout le long de ton chemin, de ton aventure entrepreneuriale. Et il faut trouver une personne qui a la tête bien faite et qui a envie de bosser et qui est motivée. Et cette personne-là, tu vas pouvoir faire en sorte qu'elle devienne une des meilleures et qu'elle t'aide à faire exploser ton business. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'avoir confiance aux gens avec qui je bosse. Ouais, donc beaucoup au feeling, quoi. Toujours. Ouais, ok. Et du coup, tu as parlé de gagner sa vie, justement, au début. Donc, vu que tu n'avais pas la Locomotive Academy, tu as fait le chemin inverse, donc podcast, puis, on va dire, formation. C'était quoi ton produit, du coup? Tu gagnais ta vie avec le podcast, non? Absolument pas. Zéro. Pas un péco. Pas 1 euro. Non, mais c'est la réalité. Hein. Je gagnais rien parce que, comme je le dis, je faisais vraiment ça pour kiffer, pour remettre du sens au cœur de ma vie. Et en fait, pendant 1 an, il faut savoir que j'ai développé le podcast en parallèle de mon job. Et je savais pas trop comment j'allais monétiser, etc. J'avais pas trop d'idées. Par contre, tu vois, je faisais pas de sponsoring, j'allais pas chercher de marque sponsor pour le podcast. Je me posais pas toutes ces questions, j'étais dans un kiff ultime, en fait. J'étais vraiment dans le plaisir. Par contre, au bout d'un moment, c'est là où ta question, elle est très bonne, parce qu'il faut quand même se dire, OK, c'est génial, je kiffe, mais il faut quand même que je monétise mon projet. Ce qui faisait sens, et j'avais toujours eu envie d'aider finalement les femmes concrètement, là, je les inspirais, mais il fallait que je leur donne des clés, tu vois. Et donc là, ça faisait sens et c'est venu à moi un petit peu naturellement. Ah bah tiens, on va créer une école qui permet d'aider les femmes à trouver leur voie, à se créer la vie qu'elles ont envie de vivre, etc. À leur donner des vraies clés concrètes, pardon. Et là, c'est ce qui m'a permis de monétiser mon projet. Mais tu vois, au début, le premier truc que j'ai vendu, ça coûtait 69 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les filles. 69 €. Alors, je m'étais fait un petit business plan. Tout le monde me disait, mais fais un business plan. Moi, je ne comprenais pas trop l'idée. Alors, quand tu crées un commerce, oui, fais un business plan. Très bien. Étudie ton marché. Est-ce que c'est une bonne idée d'implanter ton commerce ici, etc. Ça va tellement te coûter d'argent au début pour investir que oui, ça sert. Mais sur mon business plan, moi, je gagnais au tout début 6 000 € par mois. C'était génial. Puis facilement, j'avais 100 clientes par mois sur mon business plan. Pas du tout. J'ai fait mon lancement donc de ma formation à 69 €. J'avais 12 clientes. Et en fait, je me suis tout de suite dit, mais pas du tout. Je ne vais jamais vivre de ce business. Ça ne va pas du tout. C'est déjà bien pour un premier. Ouais, mais bon, tu vois, qu'est-ce que je fais 12 fois 69, faites le calcul. 700 €. Tu vois, je ne vais pas aller loin. Et donc, j'ai commencé à prendre rendez-vous avec des coachs, des appels découvertes, discuter avec eux, parce que je ne comprenais pas, mais machin. Et ils me disaient, mais attends, mais c'est quoi ce prix pour avoir tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu dégrades ce que tu es en train de proposer parce que la valeur perçue de ton produit, 69 € pour changer de vie, ça ressemble à du Shein, hein. Je ne sais pas vous, mais voilà. C'est pas forcément... Voilà, ça ressemble à du Alibaba, tout ça, ou du AliExpress. Et du coup, je me dis, ah ouais, merde, je dégrade le truc. Et c'est très souvent ce qu'on fait au début. On va créer des trucs de ouf, on va mettre toute notre énergie, mettre des mois à créer un programme, machin, et le truc, on va le vendre à 200 €. Mais ça va pas, en fait, parce que quelles sont les différentes possibilités de scaler ta boîte? Soit tu fais de la quantité, et ça, c'est cool. Quand tu as, par exemple, beaucoup d'abonnés, c'est très bien. Tu peux te permettre de vendre un produit en dessous de 1 000 € et d'essayer de vraiment le vendre en quantité. Ou bien tu fais de la marge. Et pour faire de la marge, il faut faire ce qu'on appelle du high ticket, c'est-à-dire vendre des produits à plus de 1 000 €, voire aujourd'hui, le plus intelligent, c'est à plus de 2 000 €. Parce que sinon, tu n'en vis pas de ta boîte et c'est pas rentable. Si tu veux proposer un produit, nous, c'est ce qu'on veut faire avec l'académie, c'est que vraiment on propose une formation qui est d'exception avec des coachs, des coachings individuels, des coachings de groupe, des masterclass avec des experts, tout un programme qui est vraiment sur mesure, qui dure 3 mois. Enfin, c'est vraiment, on a créé vraiment un truc dont on est très très fiers et dont Estelle du coup gère le pôle. Aujourd'hui, tu vois, ça a été compliqué pour moi de déléguer au début. Et en fait, Estelle, ce qui était génial, c'est que, attention, c'est le moment d'Estelle, c'est qu'en plus d'avoir la tête bien faite, c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle était tellement hypée par la Locomotive Academy, par les locomotives, par le projet en fait. Et c'est ça que tu veux dans ta boîte. Tu veux pas les meilleurs, enfin. Au début, tu veux des gens qui soient hyper hypés, qui aient la tête bien faite. Et en plus de ça, je me suis dit, la nana est hyper intelligente. En 2-2, elle a pris le truc en main, j'avais plus rien à faire. Et pourtant, j'avais peur.
Je m'étais dit, mais comment je peux déléguer ce pôle-là, qui est quand même le centre de notre business? En fait, si ça tourne pas, si c'est mal géré, ça crache, tu vois. Et en fait, elle a pris le truc, elle le gère mieux que moi, tu vois. Au début, tu verrais toi-même tes coachings? Non. J'allais dire bien sûr, non. En fait, non, parce que j'ai très vite compris. Au début, bien sûr, je l'ai fait. Mais je l'ai fait avec une autre coach que j'ai recrutée tout de suite parce que je me suis dit ça va être chronophage, ça va m'épuiser. Et je veux pas me perdre là-dedans parce qu'encore une fois, c'est une histoire de quelle est ta vision. Est-ce que ta vision, moi, j'ai jamais voulu qu'on me voit comme une coach. Si ma vision de départ était je veux devenir une coach certifiée, je veux qu'on me voit comme une coach certifiée. Pas du tout. Je ne voulais surtout pas être perçue comme une coach, je voulais être perçue comme une référence dans mon domaine, Women Empowerment, femme audacieuse, reconversion, passage de salariée à entrepreneuse successful, très bien. Ça, c'est ma cam, donner des conférences, machin, très bien. Oui, moi, je veux être là. Je veux pas qu'on me perçoive comme une coach. Et le truc, c'est que si tu commences à faire tes coachings toute seule et que tu restes enfermée dans ce truc-là, tu seras perçue comme une coach. Et ça va être vachement plus long pour toi de t'enlever cette étiquette de coach. Donc, j'ai fait le choix dès le départ. Et en plus, je me suis dit, si je fais le choix dès le départ d'être toute seule, ça va être hyper dur aussi pour moi de vendre mon produit sans être à l'intérieur. Tu vois? Et donc, si dès le départ, je prouve que la méthode, elle fonctionne, que la formation fonctionne, que l'académie est une académie d'exception en ayant des coachs qui finalement sont meilleurs que moi à l'intérieur, dans leur job, certifiés 1000 diplômes, là, très bien. Nos coachs, franchement, c'est des coachs incroyables. Et elles permettent d'avoir des résultats incroyables. Et si moi, je me tue à la tâche à faire des coachings, j'en ai fait des coachings one-to-one, etc., j'en ressortais lessivée. Parce que j'ai énormément d'énergie et du coup, je donne tout. La personne qui passe 1 heure avec moi, alors certes, dans l'heure, elle a quitté son taf, son mec, son job, sa vie, c'est un truc de malade, mais moi, derrière, je vais dormir pendant 24 heures, tu vois. Donc oui, c'est un choix que j'ai fait dès le départ et que je ne regrette absolument pas. Comment tu as expliqué ton changement Comment tu as expliqué ton changement dans le pricing, du coup, vu que tu es passé de 69 € à du high ticket? Je ne l'ai pas expliqué. Tu t'as juste dit, OK, maintenant, ce sera 2000 €. J'ai même pas dit maintenant, ce sera. J'ai dit c'est tant. OK. Et parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai réalisé et qui est très vrai, c'est qu'on a l'impression que le monde entier nous regarde. Tu sais, tu te dis, mon produit est à 69 €, il y a 10 personnes qui sont au courant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si demain, tu passes à 600 €, ces 10 mêmes personnes-là se diront, oh, dis donc, elle a augmenté de x10. Oui, mais c'est ça tout. la question. Oui, mais en fait, les ils gens sont qui ont que pris 10. l'accompagnement de base à Personne nous a 69 jamais €, posé la ils t'ont jamais dit? Jamais. Jamais. Ok. Et ça, je pense que c'est une fausse croyance. Tout le monde se dit, Ok. faut que je fasse une annonce de ouf, attends, faut que j'appelle BFM pour leur dire que tout le monde s'en tape, en fait. Personne ne te regarde. Mais même Ok. aujourd'hui, tu vois, enfin. Tu te rends compte le nombre de personnes qu'on est en France, sur Terre, à Dubaï, non, c'est clair. tu vois. Aujourd'hui, alors la technique qu'on fait aujourd'hui, et on est toujours dans la transparence. De toute façon, on prévient à l'avance. C'est-à-dire à chaque lancement, on dit les gars, le lancement prochain, par contre, ça va passer à tel prix. Parce que on trouve que la valeur de l'accompagnement vaut beaucoup plus, parce qu'on va rajouter tel truc, machin. Ça, on le fait maintenant. Mais au début, franchement, tu vois, on est passé de 69 € à 2500 €. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a eu des gaps. J'ai fait 69, après 697, 899, 1257 €. J'ai pris des tarifs, je comprenais même pas ce que je faisais moi-même. Mais tu vois, il y a eu des paliers. T'es obligé. J'étais pas du tout à l'aise de passer de 69 à 1500 €. Pour moi, c'était très, très compliqué. Toujours ce rapport à l'argent de « oh mon Dieu, c'est tellement cher », tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ce truc-là parce qu'en fait, une fois que tu t'es prouvé à toi-même que ton produit marche et que tu as des résultats de malade, tu te sens enfin légitime d'asseoir ton prix. Mais j'aurais jamais pu faire le chemin inverse. J'avais pas les cojones de faire ça, concrètement. Peut-être au fond, la pauvre, elle n'a pas encore posé de questions, histoire de faire participer tout le monde. Désolée, après on reviendra à toi. Attends, j'entends même pas, je suis désolée. Je suppose que quand tu as eu ton premier produit à 69 €, c'était toi la coach? Eh bien, il n'y avait pas de coach. C'était un programme avec des workbooks et des audios à écouter. Il n'y avait pas de coaching du tout. Parce que je suppose qu'au début, quand tu commences, tu te dis toujours je préfère le faire moi-même. C'est peut-être pas la meilleure manière de faire, mais pour moi, ce sera pas cher. Et si je dois quand même dégager le salaire, je le ferai pas. Mais comme tu dis, c'est peut-être un risque de pas faire la meilleure formation possible et de ne pas mettre les meilleurs experts dans la formation. Je trouve que c'est un peu tentant au début de te dire je vais tout faire tout seul, comme ça, au pire, je ne dégage pas de salaire. Oui. C'est peut-être pas la meilleure solution. C'est pour ça que je pensais au premier produit que tu gérais tout ta part de salaire, mais c'est pas.
Eh ben, c'est une excellente question. Alors, évidemment que c'est intelligent de réfléchir comme ça, que ça sera beaucoup plus rentable en termes d'argent, de faire tout toute seule, mais en termes de temps, tu vas te bouffer ton temps. Et t'en as beaucoup, du coup, qui restent enfermés là-dedans. Elles commencent comme ça, à faire du one-one, du coup, toute seule, et elles finissent comme ça. Et quand je dis elles finissent, c'est qu'au bout d'un moment, ça marche plus. Parce qu'elles se sont jamais vraiment rémunérées et qu'elles ont perdu tout leur temps, perdu entre guillemets, bien sûr, à faire du one-one, et en plus, pas cher. À la limite, fait du one-one très cher. Tu vois, genre du mentorat, ça coûte 5 000, 10 000 euros. Tu permets aux nanas d'obtenir des résultats de dingue. Super, ça, c'est lucratif. Mais par contre, moi, en fait, dans mon idée, tu as raison, c'est que quand j'ai... Donc, 69 euros, c'était un programme d'auto-coaching. Donc, bon, tu investissais pas du temps dedans. Ensuite, quand ça a coûté 690 euros, j'ai quand même fait le choix, c'est pas cher, 690 euros, de le faire avec une coach et de partager carrément. Pour le coup, c'est un vrai risque. Je me suis dit 50-50 du chiffre d'affaires. Elle prenait 50% du chiffre d'affaires. Ça me semblait légitime, elle m'avait aidé à co-construire le truc. Et en plus, elle gérait quasiment l'intégralité des séances de coaching. Donc ça, c'est la première réflexion, parce que je me suis dit, je vais pouvoir passer du temps ailleurs. Par contre, pour pouvoir me permettre de faire ça, évidemment qu'il faut que tu aies un plan. Donc j'avais une stratégie. C'est-à-dire que j'avais plusieurs choses. J'écrivais des articles pour un magazine, j'étais aussi coach et mentor en école de commerce. J'aidais des commerçantes à développer leur visibilité et leur stratégie réseaux sociaux pour se faire connaître et vendre plus de produits. Je gagnais de l'argent ailleurs pour pouvoir développer mon académie sur le long terme. C'était un choix de long terme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la manière dont j'ai fonctionné. Et ce que je voulais rajouter aussi... Mince, j'avais un truc à dire. On partageait 50-50. Eh bien, merde. Oui, c'est bon. C'est que tout de suite, la décision que j'ai prise, c'est de ne pas faire de one-one. On a toujours fait du groupe, des mini-groupes. Donc, au début, on a commencé avec des groupes de 6-8 personnes. Pourquoi ? Parce que, désolée, mais c'est beaucoup plus lucratif de le faire comme ça. Et surtout, c'est très intelligent parce que les filles obtiennent des résultats de malade. Faut pas penser que le one-one va te permettre d'obtenir plus de résultats que le groupe, surtout au départ. Les problématiques de départ, de je cherche, moi, machin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les nanas, elles vont avoir besoin d'être entourées de nanas comme elles. Elles ont honte de ne pas être satisfaites de leur vie. Elles ne comprennent pas que leur entourage ne comprenne pas. Elles se sentent seules. Elles ont envie et besoin d'être entourées de nanas comme elles, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est un très bon choix aussi. Faites du mini-groupe. Si c'est des choses qui peuvent être rentrées dans votre business, mais on n'a jamais fait de one-one, jamais. Aujourd'hui, on commence à se poser la question, tiens, est-ce que je ne vais pas commencer à mentorer des nanas pour leur permettre de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, en plus d'être alignée avec leur business, etc. Ça, oui, c'est une question qu'on commence à se poser maintenant. Mais ça ne va pas coûter 1 000 euros, ça va en coûter 10 000. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, moi, je vais te donner des clés que personne ne t'a jamais données, une énergie que je donne à personne, et ça vaut ce que ça vaut. Parce que peut-être pour un investissement de 10 000 euros, tu vas dépasser les 6 000 euros de chiffre d'affaires, les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, c'est toujours réfléchir aussi long terme. C'est pas que court terme. Vous enfermez pas dans des trucs. Vraiment, ça peut être très. Tu vas t'enfermer dans un truc très chronophage et tu n'auras rien eu le temps de développer. Parce que toutes tes heures, tu vas les passer à coacher des gens. Et après, l'idée, c'est que tu formes du coup tes coachs à ta méthode. Tu les infuses. C'est comme si tu plantais un sachet de thé dans l'eau. L'idée, c'est un peu ça que tu fais avec tes coachs et tes équipes d'ailleurs. Il faut qu'ils soient infusés à ta brand, à ta marque, à ton entreprise, à tes valeurs. Et nous, c'est ce qu'on fait. Nos coachs, elles sont vraiment, mais tu as l'impression qu'elles ont limite co-créé la boîte, tu vois. C'est vrai. Franchement, on a réussi à construire un super truc. Estelle les chapeaute à merveille. Et franchement, on fait un bon job. On a une belle équipe, quoi. Une belle équipe, elles sont toutes à fond dans notre méthode, elles y croient plus que tout. Du coup, les élèves obtiennent de superbes résultats. C'est toute une osmose et... Pardon, je me suis emballée là? Ouais. Bah ouais, j'étais ado. Donc... J'avais une question sur la monétisation encore. Pardon, désolée. Ça vous va qu'on fonctionne en question-réponse finalement? C'est OK? Oui. Donc j'avais une question sur la monétisation encore, mais cette fois quand tu n'as pas encore de produits liés à ton podcast ou pas de produits vraiment forts, tu vois ce que je veux dire? Comme toi, là, tu as le coaching qui est très, très fort. Si tu n'as pas ça et que tu veux quand même monétiser ton podcast, quelles sont les stratégies qu'on peut éventuellement mettre en place? J'ai entendu parler donc, du sponsoring, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu l'as fait déjà et quelles sont tes idées là-dessus? Alors, je pense que moi, je me suis un peu loupée là-dessus. Mais encore une fois, parce que dans ma tête, je vous explique comment j'avais pensé, quand tu es toute seule au début. C'est toujours cette histoire de où est-ce que je mets mon temps, où est-ce que je mets mon énergie. Donc, j'avais le choix de soit me dire je développe la première académie de France pour aider les salariés à se reconvertir en tant qu'entrepreneur.
qui va me prendre quelques années, a priori, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et donc du temps, soit je passe du temps à me focaliser, même si on a énormément d'écoute, etc., à trouver des marques et des sponsors. Et en fait, j'ai jamais pris ce temps-là. Alors après, j'ai eu de la chance, j'ai eu des marques qui sont venues à moi et donc on a fait des beaux sponsoring, etc. Et ensuite, les filles, c'est aussi de vous poser la question, qu'est-ce qui est le plus intelligent ? C'est de vous faire un petit billet de... bon, après, ça dépend combien on a d'écoute, mais ça peut être entre 500 et 5 000 euros, par exemple. Ou bien de vous auto-faire la promo de votre propre école de coaching dans le podcast. Et c'est ce qu'on fait, en fait. On le fait pas tout le temps parce que je veux pas que les filles soient saoulées avec les pubs. Mais du coup, par exemple, on lance un challenge de 3 jours. Avant de vous embarquer dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'événement immersif que nous allons organiser dans 3 jours. Évidemment qu'il faut te faire ton autopromo. Je préfère me faire l'autopromo pour aller parler de mon académie que de me faire un billet de 5 000 € pour promouvoir pendant 3 semaines une marque qui n'est pas la mienne. Donc, j'alterne. Quand j'ai des belles propositions, je le fais parce que c'est super, c'est cool, ça te fait un petit billet. Et en plus, ça te permet aussi, encore une fois, d'asseoir ta notoriété. Ah, c'est sympa, elle fait la promotion de JC Lattès, qui est une belle maison d'édition. Très bien. Mais par contre, je ne le ferai pas tout le temps. Mais c'est quand même, je pense que j'aurais peut-être pu au début, tu vois, y passer plus d'énergie pour trouver plus de sponsors parce qu'au début, tu as besoin de cash. Comment ? Quand tu n'as pas de produit. Voilà, quand tu es encore un peu et que tu as besoin de trésor, en fait. Faut quand même. Non, mais au début, quand tu as besoin de faire rentrer de la trésorerie, c'est effectivement très intéressant de le faire. Mais là, on le fait. Et tu peux aussi faire payer des épisodes. On avait essayé de le faire au début, parce qu'en fait, on a tellement de demandes. Et ben en fait, les invités nous contactent. On le fait plus. On l'a fait une fois. Mais au bout d'un moment, on faisait payer. Ok, tu veux passer dans... Parce que notre podcast apporte plus de visibilité qu'un passage dans Les Échos, par exemple. Je te dis une connerie, mais on avait eu d'ailleurs un témoignage comme ça de, comment elle s'appelle, Laure, qui a créé la marque Zeta, les chaussures en raisin. Et elle m'a dit, non, mais en fait, le passage dans le podcast m'a apporté 10 fois plus de visibilité qu'un podcast, qu'un magazine Famous, tu vois. Et du coup, on s'est dit, mais attends, mais ça, faut le faire monétiser. Et on a essayé, et en fait, ça m'a pas plu. J'aime pas. Je sais pas, j'aime pas. On pourrait, hein, ça se trouve, on va le remettre, hein, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens, des podcasteurs qui le font. Et à l'inverse, tu as déjà payé des invités ou jamais. Je te dis, je paierai jamais personne, c'est mort. Tu te demandes, hein. Bah, tant pis. Tant pis. Ouais. Non, parce que c'est nous qui leur offrons, c'est limite un cadeau, tu vois. Enfin, en fait, on t'offre de l'audience, de la visibilité. Mais combien, pareil, j'en ai les filles, du coup, sont allées acheter la formation de la nana ou, tu vois, acheter les produits. Enfin, ça leur fait une pub de dingue. Et du chiffre d'affaires en plus. Et des clientes en plus. C'est énorme, en fait. En plus de la visibilité. Quand tu as un petit podcast, souvent, ils croient que c'est eux qui te font une faveur. Bah, des fois, finalement, au bout d'un moment, quand ton podcast atteint un certain niveau, c'est un échange de bons procédés, tu vois. Toi, tu vas m'apporter ton audience, moi, je vais t'apporter mon audience et de la visibilité. C'est win-win. Et puis, les filles, elles aiment bien, t'aimes bien quand même te faire interviewer. Tout le monde adore ça. Et même quand j'étais un petit podcast, j'arrivais à avoir des belles invitées parce qu'en fait, elles aiment bien parler d'elles, venir raconter leurs histoires. Les gens adorent, en fait. Les gens adorent parler d'eux. C'est vrai. Est-ce que tu poses toujours les mêmes questions durant tes podcasts quand tu interviews des invités ? Il y a des questions, bien sûr, qui reviennent, évidemment. Parce qu'il y a des questions bateau du style « quel est ton parcours ?» des questions qui reviennent. Par contre, je prépare jamais mes interviews. Je veux savoir le moins de choses possible sur la personne. C'est très bizarre. Voilà. Mais c'est mon fonctionnement parce que j'ai envie, pendant l'épisode, d'être surprise, d'être émue. Tu vois, puis en plus, j'ai des réactions qui sont des fois très authentiques. Ah ouais ? Je sais, des fois, je m'entends, je suis putain, arrête de dire ça. Mais au moins, le truc est vraiment authentique, tu vois. Des fois, les gens, ils doivent se dire, mais il la connaît pas ou je comprends pas. Mais j'adore ne pas savoir. J'adore. Genre, je sais un petit peu, tu vois, j'ai l'idée du parcours parce que t'as quand même la trame, mais par contre, je veux en savoir le moins possible. Et du coup, je laisse la discussion parce que l'idée des locomotives, c'est quand même l'idée d'une conversation entre deux copines. C'est pour ça que tout le monde se demande si je connais tout le monde. Parce qu'on a l'impression que je suis méga pote avec toutes mes invitées, ce qui n'est pas le cas. Alors après, je le deviens facilement, mais au début, je les connais pas. Et je veux qu'elles aient cette sensation de deux copines qui boivent un café, et comme si elles écoutaient cette conversation qui est malgré tout intime. Tu vois ? Donc non, c'est pas toujours les mêmes questions, et je prépare pas, je laisse aller en fonction de elle ce qu'elle va me dire. Alors j'ai une question plus pour revenir à la communication et personal branding. Qu'est-ce que tu penses de la communication en bilingual, c'est-à-dire de faire bilingual? Non, ça se dit pas? Dans deux langues?
Bilingual. Non, mais c'est juste que j'ai pas entendu. pardon. De faire la communication en bilingual, c'est-à-dire de le faire en français et en anglais. Ouais. Sachant que pour te donner du contexte, moi, j'ai jamais vécu en France. J'ai vécu tout le temps à l'étranger. Donc, j'ai une communauté qui est française, mais aussi beaucoup anglo-saxonne. Je vis maintenant à Dubaï, donc je sais que je vais faire des événements tout en français et également en anglais. Donc, du coup, j'ai pas envie de me couper que en français et qu'en anglais. Donc, j'aimerais là reprendre en faisant la communication dans les deux langues, quoi. Mais ce qui peut être aussi beaucoup chronophage, j'imagine. Enfin, je l'ai déjà fait, surtout quand c'est en termes de story, choses comme ça. En post, ça va, mais je me dis qu'en story, c'est très chronophage. Donc, je sais pas, toi, ce que tu en penses. Moi, j'ai un avis très tranché pour le coup sur cette question, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Moi, je suis toujours dans le truc de il faut choisir. Parce que, encore une fois, tu perds les gens, quoi. Français, anglais, tu vois. Soit pour le coup, tu as l'air très attiré par la communauté internationale, fais tout en anglais. Fais tout en anglais. Et c'est génial parce que ça peut, en fonction de ta vision, tu vois, tu dis, moi, je veux créer le McDonald's. Bon, bah, si tu veux vraiment rester sur cette vision qui est quand même très ambitieuse, fais tout en anglais. Tu vois ? Et même les Françaises te suivront. Enfin, on parle toutes plus ou moins anglais. On suit toutes des Américaines, j'imagine. Donc, pour moi, il faut faire un choix. C'est encore cette idée de facilite les choses pour ton audience, tu vois. Je trouve que ça fait moins crédible. Exactement. Voilà. Puis mon but, c'est pas forcément de faire des choses en France parce que c'est pas là où je vais régulièrement. T'as ta réponse. Voilà. Non, mais tu vois, et souvent, et d'ailleurs, c'est marrant, prenons ton exemple, mais souvent, on a les réponses. Quand on pose la question, en fait, tu sais, la manière dont tu poses la question, moi, je savais déjà qu'il fallait que tu le fasses en anglais parce que tu le sais, toi-même, tu le savais au fond de toi, quoi. On a besoin de se rassurer. Mais tellement, mais moi la première, Estelle le sait, hein. Oh là là. Il y a des... Ouais. Il y a des décisions, autant je peux être très rapide pour faire un lancement, ok on va faire ça, nan, let's go, on le fait. Autant pour des décisions, des fois c'est très très long et c'est très compliqué pour moi de prendre une décision. Alors que parfois on a déjà la réponse en nous. Est-ce que vous avez d'autres questions précises ou spécifiques sur personal branding, podcast, monétisation ? Justement, podcast, c'est quoi tes conseils pour vraiment partir de zéro ? Enfin, comment tu structures le truc ? Comment t'aurais structuré le truc ? Et puis aussi, le format podcast, est-ce que c'est systématiquement obligé d'être interview avec des invités ou est-ce qu'on peut être plus créatif ? Si je devais lancer un podcast aujourd'hui, je pense que la première chose, c'est que je taperais très fort dans la communication de lancement, pré-lancement. Très, très fort, vraiment. Quand je dis taper très, très fort, ça veut dire que niveau créativité, vas-y, quoi. Fais-toi plaisir, laisse-toi embarquer dans l'univers que tu as envie de créer. Fais un teaser de dingue, mais vraiment, limite au-dessus de ce que les gens... En fait, c'est ça le marketing. C'est toujours un truc de malade et finalement, le produit, bon, tu vois, c'est pas révolutionnaire, quoi. Il va pas nous permettre de vivre 100 ans de plus, quoi. Bref. Donc, partez du principe que faites des entrées fracassantes. Parce que on minimise beaucoup trop de personnes minimisent le pré-lancement et la stratégie de lancement. Et une stratégie de lancement, c'est pas juste le lancement. C'est pas juste tada, j'ai un podcast. Tu vois, non. C'est est-ce que je vais pas co-construire le podcast avec eux, peut-être faire du building public pendant 6 mois pour justement leur expliquer que je lance un podcast, leur poser des questions, me montrer en train de travailler. Non. Tu as toute cette partie-là que tu peux faire. Ensuite, c'est évidemment de te poser la question, qu'est-ce que je vais faire ? Quel est l'univers de mon podcast ? Comment je vais l'appeler ? Comment ça va se passer ? Quelle va être la pochette, la cover, mon jingle ? Tout ça, c'est hyper important aussi, c'est pas à minimiser. Et ensuite, tu vas avoir le pré-lancement. Comment est-ce que je tease le lancement de mon podcast ? Là, moi, je dis, mais il faut y aller, quoi. Mets de ton temps, mets même un petit peu de budget s'il faut. Enfin, il faut vraiment envoyer du lourd, je pense, dans tous les lancements que vous faites de toute façon. Allez-y, mettez un petit peu de budget. Alors attention, un petit peu de budget, hein, c'est pas non plus, faites pas non plus des trucs complètement décorrélés et déconnants, mais je pense qu'il faut vraiment y aller fort sur le pré-lancement. Et ensuite, tu as le lancement. Et là, c'est l'idée de qu'est-ce que je fais ? Souvent, on me demande est-ce que je dois sortir qu'un épisode ? Est-ce que j'en sors 3 d'un coup ? Moi, je suis partisane de t'en sors 1. Et ensuite, par contre, il faut que tu sois hyper régulière. Chaque semaine, il faut que tu sois hyper régulière. Ensuite, tu as plusieurs exemples de podcasts qui fonctionnent. Prenons Mona, par exemple. Je pense à Mona, comment il s'appelle ? Note à moi-même. Elle, c'est un podcast solo et qui fonctionne très bien parce que, d'ailleurs, elle est très forte en personal branding. Et elle n'a pas d'invité, mais ça fonctionne très bien parce que son personal brand est très bien fait. Tu vois ? Elle aborde un thème et puis elle parle autour de ce thème-là chaque semaine. Exactement. Mais elle a fait la série, c'est bon, ça je l'ai connu.
Elle a raconté des vlogs Ah oui. de Léna et elle a fait les podcasts où elle parle de plein de choses. Donc de base, elle est entrepreneur, mais elle s'intéresse à la spiritualité, etc. Et où elle fait des fois des podcasts de même 10 ou 20 minutes. Mais où elle aborde un thème où elle est quand même assez t'accroches, t'as pas besoin que l'épisode dure 9 heures. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, les formats courts marchent très bien. Très, très bien. T'en as même qui font des podcasts de 5 minutes. C'est pas con, parce qu'en vrai, tu l'écoutes vachement plus vite et t'as peut-être plus d'audience qui vont écouter quelque chose de 5 minutes qu'un truc de 1 heure. Donc ça peut être aussi très intelligent. La base, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. T'as envie d'interviewer des gens, interviewe des gens, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais trouve quand même, c'est toujours pareil, trouve ce qui va te différencier. Bon, bah, elle a fait les podcasts d'août. Moi, j'ai fait les vlogs Sandrine Paris. J'ai aussi fait cet été un challenge de 5 semaines à travers mon podcast, le Summer Challenge, ça s'appelait. Trouvez toujours les petites choses qui vont faire la différence parce que peut-être que des fois, ça va pas marcher, mais peut-être que c'est ça aussi qui fera la différence et peut-être qu'un jour, il y a un truc qui va pumper. Enfin, faut toujours quand même essayer de trouver le petit truc qui va vous démarquer. Éclatez-vous, en fait. Éclatez-vous. Je pense qu'on a toutes de la créativité quand même assez présente, qui demande qu'à être exploitée. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à exploiter cette créativité, qui fera toute la différence. Autre chose, mesdames? Je ne sais pas quelle heure il est, Violaine. Ouais, je me disais bien que ça fait 3 heures qu'on est là. Il fait nuit, on est bien là. Audio ou vidéo? Alors, audio, vidéo, encore une fois, c'est toujours une histoire de personal branding. Comment tu veux être perçu? Moi, ça m'a coûté plus cher, ça m'a demandé plus d'investissement de venir filmer. Et en plus de ça, j'ai perdu des audiences au moment où on est passé aux extraits. Parce que, attention, accrochez-vous bien, il y a des gens, c'est très drôle, qui pensent que le podcast, c'est ça. C'est juste l'extrait sur Instagram. Et du coup, ils regardent l'extrait, ils disent « Bah oui, j'ai regardé le podcast ». Bah oui, mais parce que du coup... dure 1 heure. Mais c'est ça, le truc dure 30 secondes. Non, mais c'est pas ça le podcast, t'as un audio de 1 heure. Et puis du coup, ton audience se dilue parce que tu vas avoir des visiteurs qui vont le regarder sur YouTube et plus que des personnes qui vont l'écouter en audio sur les plateformes d'audio. Mais pour répondre à ta question, c'était toi qui avais posé la question, moi je suis partisane de filmer parce qu'encore une fois, c'est une histoire de posture, d'image. Évidemment que si tu vas filmer ton podcast en studio, tu auras l'air bien plus stylé que si c'est des écoutes uniquement sur les plateformes. Ce n'est que mon humble avis, encore une fois. Eh bien, merci beaucoup, Sandra. Désolée, on a dépassé peut-être? Non, mais c'est pas grave. Okay. Je pense tant mieux. Au moins, je pense que tout le monde a pu poser sa question, ses questions. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Avec plaisir. Merci Moi, j'ai pour ta présence. Beaucoup aimé. J'espère que vous avez apprécié aussi, les filles. C'était cette proximité, je pense que c'est vraiment c'est bien, très en cool. fait. Plutôt que de partager des trucs, et si ça se trouve, c'était même pas ça, tu vois. Ouais. C'est Non, important très de bien répondre fait. à vos questions, en fait. C'était super, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci, Sandra. Merci. Tu repasses nous voir quand tu veux Oui. au sein du club. On sera ravis de te revoir, t'accueillir. Profite bien de Dubaï. Merci beaucoup. Et plein de belles choses dans tous tes projets. Ouais, et ben merci C'est que le infiniment. début. Franchement, c'était trop bien et je compte bien revenir à Dubaï. Et j'espère que vous allez toutes réussir dans vos projets et vous éclater surtout, les filles. N'oubliez pas de prendre du plaisir. Parce qu'être que dans la performance, je sais ce que c'est. Et on fait des burn sur burn. Donc, essayez de rester dans le plaisir. C'est le plus dur, mais c'est important. Trop bien. Merci, Sandra. Merci à vous, les filles, pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop cool. Je suis assoiffée. J'ai bu Ah tout oui, mon tu verre. m'étonnes. Ah bah oui. Ouais, j'ai Pour rechercher. C'était trop cool. Ouais, trop.